Bonsoir. Bonsoir. C'est magnifique de voir que le salle est plein. C'est absolument fabuleux. Chère madame, cher monsieur, chers collègues, chers amis, c'est un honneur pour moi d'avoir été invité ce soir pour ouvrir cette conférence. En tant que professeur titulaire au département de botanique et de biologie végétale de l'Université de Genève et comme responsable pour la recherche au Conservatoire et Jardin botanique de la ville de Genève. Effectivement, l'Université et la ville de Genève, le Jardin botanique, ont une très longue histoire de collaboration dans l'enseignement ainsi que dans la recherche. Bien que certaines personnes pensent que la recherche ne se fait que à l'université, je suis ici pour vous rassurer que dans les autres institutions scientifiques, comme les musées et les jardins botaniques, sont également des centres d'excellence en recherche. Au Conservatoire et Jardin botanique de la ville de Genève, nous avons le 6e plus grand herbier du monde, une collection des spécimens botaniques et mycologiques. Nos activités de recherche se basent principalement sur cette grande collection. C'est la passion pour le monde vivant, le monde végétal, le monde fongique qui nous guide dans notre activité de recherche. Nous concentrons principalement sur la taxonomie et la systématique, le découvert et la description des espèces dans un contexte phylogénétique. Nous travaillons sur la compréhension des flores des différentes régions. Nous entreprenons des analyses de végétation pour comprendre les changements dans la composition ou la localisation des espèces. Nous sommes impliqués aussi dans les actions de conservation et dans l'exploration de le monde végétal. Ce soir, nous entendons parler d'une initiative exemplaire menée par Nordesta en collaboration avec plusieurs partenaires au Brésil, mais aussi ici à Genève, avec l'Université de Genève et le Conservatoire et Jardin botanique de la ville de Genève. On va voir des personnes passionnées et tenaces, n'est-ce pas, qui sont engagées dans ce projet. Le projet touche l'engagement communautaire pour le bien-être de tous. Le projet démontre le pouvoir des collaborations avec plusieurs partenaires. Et le projet est ancré dans les pratiques et découvertes scientifiques. L'initiative qu'on va explorer et découvrir ce soir, c'est un excellent exemple sur comment nous pouvons travailler ensemble pour avancer la science, pour préserver la biodiversité et puis pour améliorer les conditions de vie aussi. Et j'ai l'honneur de vous présenter le Dr Anita Studer, la fondatrice et responsable pour la Fondation Nordesta, et Dr Louis Nussbaumer, qui est collaborateur scientifique, conservateur au Conservatoire Jardin botanique de la ville de Genève. Et c'est eux qui vont nous emmener dans un voyage de découverte au Brésil. Donc, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Michel pour ta super introduction qui, en effet, relate bien la chance qu'on a de collaborer entre l'UNI, le Jardin botanique et des partenaires tels que Nordesta. Donc, nous allons vous présenter ce soir cette conférence, mais avant tout, j'aimerais vous remercier toutes et tous d'être venus. Pour nous, c'est vraiment un plaisir et un honneur que vous nous faites là de venir écouter les projets qu'on fait. On va essayer de vous retransmettre un peu le cœur qu'on met à ces projets et le temps qu'on passe pour essayer d'amener notre petite contribution à la conservation de la nature. Ce projet de sauvetage d'une forêt tropicale au Brésil, il a été initié par Anita Studer qui est à côté de moi, qui représente l'association Nordesta. J'en profite pour saluer un grand nombre de personnes qui sont liées à cette association depuis certains 2 ans, mais certains plus de 30 ans.
Et du côté du Jardin botanique, j'aimerais remercier 2 personnes qui n'ont pas pu être là ce soir. C'est le docteur Pierre-André Loiseau, qui est le directeur du Jardin botanique, qui, vous le verrez dans une photo, était déjà dans le projet au Brésil quand il était tout jeune, en 1994, avec le professeur Spichiger, qui est l'ancien directeur du Jardin botanique, qui était aussi impliqué, qui ne peut pas être là non plus ce soir. Donc, c'est 2 personnes qui ont été 2 personnes fondamentales dans le processus de collaboration de l'Université et du Jardin botanique avec Nordesta. Et je passe tout de suite la parole à Anita Studer. Bonsoir. Bon, le micro, oui. Voilà. Alors, il a déjà dit bonsoir, mais je dis bonsoir encore une fois à vous tous. Et je suis très contente que vous soyez là pour raconter cette histoire du sauvetage d'une forêt. Alors, la forêt dont nous allons vous parler ce soir est située dans la région du nord-est du Brésil. Elle fait partie du biome de la forêt atlantique qui longe la côte est du Brésil, surtout sur environ 6000 km. J'étais partie au Brésil quelques années auparavant pour observer des oiseaux. J'ai trouvé beaucoup d'oiseaux, des passereaux, comme ici, de toutes les couleurs. J'ai pu aussi étudier le comportement des toucans. Et j'avais toujours un faible pour les grands rapaces, dont voici l'image, le portrait du plus grand rapace du monde, le plus puissant. C'est la harpie, on l'appelle aussi harpie féroce. J'ai eu la grande chance de trouver un nid et d'observer tout son cycle de nidification. Sur 6 mois, je suis restée environ 300 heures perchée sur un arbre voisin pour filmer, observer, mais c'était vraiment fantastique parce que j'ai pu ensuite communiquer les résultats de mes recherches et dire que l'aigle n'amène pas des petits-enfants au nid, que c'est un prédateur, oui, mais d'autres animaux, mammifères et autres, et même de serpents. Et voilà, on a pu un petit peu éclairer cette mauvaise renommée. Un des plus beaux perroquets du Brésil, c'est l'ara-hyacinthe. Vous voyez ici un groupe qui est en train de décortiquer des noix dont il raffole. Ce sont des noix de palmier. Il y a beaucoup de palmiers au Brésil. Ce n'est pas seulement ces grands palmiers avec les noix de coco. Non, il y a 150 espèces environ de palmiers au Brésil. Et voici une des espèces qu'il aime décortiquer. Ça s'appelle le buriti pour les Brésiliens qui sont là. C'est très connu. Et le nom latin, si vous voulez, plus tard, on vous le donnera. Comme beaucoup d'espèces, il souffre de la perte de son habitat. Ça veut dire que s'il n'y a plus d'arbres où il peut nicher, alors ça difficulte sa survie dans la nature. Donc, avec un jeune civiliste, ce sont des jeunes hommes qui ne font pas le service civil obligatoire, mais qui s'engagent pour un service civil au Brésil, nous avons construit des nichoirs. Nous avons construit et suspendu dans les arbres une 50aine de nichoirs qui ont tous été occupés. Et certains sont encore occupés maintenant, donc ça fait presque 15 ans, et cette photo est récente. Quand je suis arrivée dans la forêt dont nous allons vous parler ce soir, la forêt de Pedra Talhada, dans le nord-est du Brésil, ma passion des oiseaux a pris une autre tournure. Ensemble avec mon professeur de l'époque, nous avons redécouvert in natura un oiseau qu'on croyait disparu depuis plus de 100 ans. En fait, on ne l'avait jamais vu vivant dans la nature puisque c'était parti d'une peau toute desséchée, dans un musée à Londres où sur son petit pied, on pouvait lire une étiquette Fazenda Riachão, Quebrangulo, Alagoas, Brasil. Alors nous sommes allés là-bas, Fazenda Riachão, et nous l'avons trouvé. C'est un oiseau très très intéressant à étudier parce qu'il est l'hôte préféré d'un parasite de ponte. Comme par exemple chez nous les coucous qui n'élèvent pas leurs propres jeunes, ils pondent les œufs dans les nids d'autrui pour qu'autrui élève ses petits. Et voilà, les œufs roses sont de lui. Et notre oiseau, qui s'appelle Anumara, est très pacifique et un bon parent parce qu'il élève tout ce monde.
sans éjecter les œufs de l'intrus. Alors évidemment, ça profite aux deux. Il a un autre aspect qui était vraiment très attirant pour moi, c'est qu'il a des aides au nid. Ça veut dire que ce n'est pas un nid communautaire, c'est un nid d'un couple et d'autres adultes de la même espèce, au lieu de construire leur propre nid, ils aident ce couple reproducteur dans la nourriture des jeunes, dans la défense du nid. Alors, c'est très intéressant. La phrase du professeur résonne encore dans ma tête. Ça, c'est super comme sujet pour votre master. Alors, jusque-là, c'est bien, j'étais d'accord. Mais après, il ajoute une phrase. Il dit, mais il faut faire vite parce que dans 10 ans, il n'y a plus de forêt. Le choc. Je dis, mais comment? Comment moi, je vais étudier, publier un oiseau en sachant d'avance que dans 10 ans, il ne sera plus là, ni sa forêt sera là? Ah non, mais moi, j'avais très peur de mon professeur, je ne pouvais pas lui dire, pas argumenter avec lui. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mais le lendemain matin, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit à mon professeur, écoutez, je vais d'abord sauver la forêt et ensuite j'aurai toute ma vie pour étudier l'oiseau. C'est le premier, il ne m'a pas dit que j'étais folle, mais il a dit, c'est impossible. Et le mot impossible, j'ai entendu après plusieurs fois, des dizaines de fois, mais ça ne fait rien. J'étais déjà déterminée et j'ai dit, je vais sauver la forêt, mais je ne m'attendais pas aux difficultés, bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. La première difficulté, c'est la pauvreté locale. Alors, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, les gens sont très pauvres, on ne peut pas sauver une forêt sans l'appui de la population locale. Et comment je peux obtenir l'appui d'une population dans ces conditions-là, qui ne sont même pas alphabétisées, qui ont vraiment d'autres soucis que s'occuper de la conservation d'une forêt. Seulement, si on ne s'occupe pas de la conservation de la forêt, ils vont être encore plus pauvres. Alors je leur ai dit ça, mais bon, ça passe là, ça sort de l'autre côté. C'est comme si je venais d'une autre planète, et puis, mais j'insistais, je faisais des réunions, des rencontres, mais je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas de leur parler et qu'il fallait aller à leur rencontre avec des actes concrets. Et le plus qu'ils me disaient, eux, là-bas, par exemple, où on est assis là, comme ça, au bord de en lisière de la forêt, eux, c'était une école qu'il fallait pour leurs enfants. Il n'y avait pas d'école. Après, il y avait d'autres difficultés, les braconniers, mais il y en avait. La chasse était interdite au Brésil, mais des braconniers, il y en avait par dizaines. J'ai essayé de les convaincre pour arrêter de tuer ces animaux, qui étaient vraiment les derniers d'une immense forêt qui a été déboisée, qui maintenant il ne reste plus qu'un reliquat, mais bon, eux ils ne voyagent pas, pour eux tout le Brésil c'est couvert de forêt. Mais j'ai quand même réussi à en convaincre 7. Et ces 7 sont devenus des gardes et ils sont encore avec nous aujourd'hui. Maintenant, ils se sont aussi recyclés en pépiniéristes et autre chose. Certains ont pris la retraite. La troisième plus grande difficulté, c'était les propriétaires terriens. Eux, ils ne voulaient rien savoir, ça ne les intéressait pas. Eux, ce qu'il fallait, c'est raser la forêt. Ils utilisaient toujours ce mot de nettoyer. Nettoyez-moi ça, il faut du pâturage pour le bétail. Oui, d'accord, mais du pâturage, il y en a tout le tour. Vous verrez après une photo, on dirait que c'est une île qui a résisté au déboisement parce qu'elle recouvre un massif montagneux. Mais quand j'ai reçu des menaces, même un peu sérieuses, des menaces de mort, pour dire en bon français, on dit soit vous partez, soit c'est la mort. Je dis, bon, ça ne va pas du tout parce que ni l'un ni l'autre va sauver la forêt. Si je pars, la forêt sera rasée, si je meurs aussi. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai décidé de leur parler. Je les ai trouvés un par un, et puis j'ai dit, écoutez, voilà, j'ai reçu votre message. Enfin, ce que j'ai réussi à faire, c'est une trêve. Donnez-moi une année, et puis dans une année, je vous donnerai une grande surprise concernant la forêt. Ça a marché. Vous voyez là, nous sommes réunis ici à environ, ça c'était dans les années 84, quelque chose comme ça. En tout cas, j'étais tranquille pour quelque temps.
Mais il fallait un argument qui vaille aussi bien pour les riches que pour les pauvres pour sauver cette forêt. Ce n'est pas le petit oiseau qui allait sauver la forêt. C'est sympathique, mais bon, c'est un oiseau, quoi. Alors, ma chance, c'était cette sécheresse que vous voyez là, cette sécheresse extraordinaire, mais qui était vraiment horrible pour eux, parce qu'il y a des dizaines de têtes de bétail qui sont morts, de soif et tout, mais pour moi, c'était important parce que je vais vous montrer où est la forêt. Elle est là-bas au fond, là, vous voyez, tout ça, c'est la forêt. Ça, c'est la pedra tagliata, ça veut dire roche, pierre taillée. Eh bien, eux, là, autour de la forêt, ils n'ont pas souffert de la sécheresse, parce que dans la forêt naissent des sources. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un massif montagneux. Il y a 169 sources qui naissent dans cette forêt. C'est une véritable... Je dis, mais l'argument, c'est ça, c'est l'eau. L'eau. Je savais déjà qu'on parlait d'eau dans le monde entier, à l'époque déjà, il y a 30 ans. Et puis, j'ai tout de suite, avec un ingénieur hydrologue, nous avons relevé le nombre de sources. Alors, vous voyez ici, la plage vert foncé, c'est la forêt. À chaque étoile représente une source. Si vous pouvez compter, mais il y en a 169. Et puis toutes ces sources forment des rivières qui sortent de la forêt et alimentent toute l'année en eau potable ces villages dont j'ai mis les drapeaux. Là, il y en a 7, villes et villages. Ça fait environ 300 000 personnes qui boivent l'eau tous les jours de cette forêt. Alors j'allais les trouver, je leur dis, mais vous ne connaissez pas la forêt, la réserve de la forêt. Est-ce que vous avez pris votre café ce matin? Oui. Ben, j'ai dit, vous avez bu un bout de forêt. Est-ce que vous avez pris votre douche ce matin? Ben, oui, évidemment. Je dis, ben, oui, la forêt vous a parcouru le corps. Après, j'ai été trouver le maire du village. Le maire qui est un ancien colonel. Oui, c'était à l'époque, il y a 35 ans, la société était encore un tout petit peu féodale. Mais le maire, il était assez compréhensif parce qu'il aimait la forêt, parce qu'il était chasseur. Voilà. Et moi, j'étais photographe. Alors, on se connaissait parce qu'on buvait la caipirinha le soir. Il fallait être comme eux, hein. Il y avait un peu de caipirinha cul sec, et ce n'est pas des caipirinhas, c'est la cachaça. Mais un jour, j'ai dit, mais pourquoi vous ne m'aidez pas pour la forêt? Il m'a dit, mais je ne peux pas vous aider parce que ça ne me donne pas de vote. Je dis, mais c'est quoi cette histoire de vote? Ah bon, oui, il faudrait faire une route pétonnée. Vous voyez, moi, je viens à Genève trouver de l'argent pour faire une route. Ah non, alors j'ai eu une idée. J'ai dit, écoutez, on va faire un troc. Si vous réussissez à convaincre tous vos collègues, vos confrères maires des villages autour de la forêt pour signer une pétition pour mettre la forêt et l'eau en sécurité, moi, je construis l'école qui est en ruine ici à côté. Et l'eau, il y a, juste pour vous dire, une petite mesure que nous avons faite, il y avait 2000 litres à la seconde, ça fait 7 millions de litres à l'heure, ça fait 7000 mètres cubes à l'heure. Alors c'est énorme comme trésor, et ça, c'était l'argument qui pouvait convaincre, en tout cas, les éleveurs, hein, parce que l'eau, c'est important pour le bétail. Et puis, l'école, voilà, j'ai trouvé le trésor qui a uni les deux, les riches et les pauvres. Vous voyez, c'est sympa, un cheval à l'école, mais on n'apprend pas grand-chose. Alors, le troc était fait, j'avais ma responsabilité, j'ai couru à Genève, j'ai fondé l'association Nord-Est avec 2 ou 3 amis le 15 mai. Le troc avec le maire, c'était le 1er mai. 15 mai, nous avons fondé l'association Nord-Est. Au mois d'août, miracle, la pétition avait été remise au gouverneur de l'État qui a créé tout de suite un parc étatique et l'école a été inaugurée. Là, je saute quelques étapes parce qu'on ne peut pas raconter 35 ans, 40 ans de vie en 15 minutes. Donc, là, quelques années plus tard, la forêt est devenue une réserve biologique fédérale proclamée par le président du Brésil de l'époque, qui était José Sarney. Mes agissements, mes courses, mes réunions ont attiré beaucoup d'enfants qui sont venus me trouver, des orphelins, enfin des enfants des rues qui étaient dans la région.
Et puis, ils voulaient toujours savoir si vraiment j'étudiais les oiseaux, ce que c'était que... Alors, on les a invités. Nous avons finalement créé un internat pour les garçons et puis des bourses d'école pour les filles. Et nous les avons soignés et surtout scolarisés et fondé des ateliers de formation professionnelle parce que c'est toujours ça qui m'intéressait, c'était offrir une scolarité, un métier aux enfants. Et là, ils font des petits jouets, c'est des futurs menuisiers, mais qui apprennent à manier les instruments. La sérigraphie, qui est très intéressante parce que les Brésiliens adorent se promener avec des t-shirts, avec des motifs. Je regarde quelques Brésiliens ici. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'âge et surtout, il n'y a pas de genre. Autant les filles que les garçons, tout le monde. Et c'est très créatif, ça fait appel à leur création. Et l'atelier de couture, qui est situé sur la bordure de cette forêt et où ils cousent les uniformes scolaires. Parce qu'au Brésil, les élèves ont des uniformes scolaires et souvent les parents n'ont pas beaucoup d'argent et là dans l'atelier c'est moins cher. Nous avons continué à construire des écoles, dont une ici sur le littoral est, la bordure est de la forêt, un poste médical pour la zone rurale où il faisait parfois 14 km à cheval pour aller dans un hôpital ou même plus. Mais malheureusement, les défrichements continuaient. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, ça faisait déjà quelques années et ça continuait. On aurait dit que les personnes, les hommes là-bas, ils étaient fâchés contre les arbres. Il fallait arracher les arbres. Il y a un arbre dans une prairie, il faut l'arracher parce que ça fait de l'ombre, ça enlève 4 mètres carrés pour le bétail. Je dis, mais je fais quoi pour créer, pas l'amour de l'arbre, mais au moins un respect pour l'arbre. Et là, c'était difficile, c'était compliqué. Et un jour, j'ai vu ce jardinier qui sillonnait là les villages à vendre des plants d'arbres ornementaux. Je dis, j'ai trouvé, je vais faire planter des arbres. Alors ça, c'était un truc incroyable, parce que ça donnait du travail aux gens du village. Et puis, c'est difficile de planter un arbre. Là, vous avez à gauche la première pépinière. Il y a juste un petit peu les dates, en 89. Mais il y avait déjà dizaines de personnes qui travaillaient dans la pépinière. Il faut ramasser les graines, il faut les traiter, il faut les semer. Et après, il faut attendre longtemps pour qu'un arbre pousse. Et ça crée une sympathie pour... C'est comme leur bébé, leur œuvre. Et puis ça a marché comme ça. Aujourd'hui, nous avons une pépinière dans ce village, nous avons aussi des pépinières ailleurs au Brésil, mais nous on parle de la bordure de cette forêt. Nous avons une pépinière de 200 000 plants ici à gauche, avec 15 pépiniéristes qui ne sont plus des ouvriers, qui sont devenus pépiniéristes parce qu'ils connaissent leur métier. Et on commence à vendre aussi des plants. Et puis à droite, la tradition là-bas, les petits ânes qui portent les plants dans des terrains escarpés. L'idée, c'était d'abord reboiser les bordures des rivières pour retenir l'érosion, l'ensablement, et puis protéger l'eau potable des habitants. Ici, vous voyez un premier résultat d'un corridor forestier qui sillonne le long de la rive gauche d'une rivière jusque dans la forêt de Pedra Talhada sur 12 km. Et le corridor forestier, il est utile, vous voyez là, comme l'eau est ensablée, comme le lit, la rivière, elle coule un petit peu elle se perd dans des bras, l'eau se perd dans des bras ensablés. Alors c'est très bien le corridor forestier parce que ça protège la berge et c'est aussi un échange génétique entre les, on va le voir tout à l'heure, entre les forêts isolées. Ici, vous voyez, tout à l'heure, là, je reviens, c'est une forêt qui a 4 ans. Vous voyez, ça pousse vite au Brésil. Hein. Et puis ici, la forêt que vous voyez, qui fait tout le long du réservoir d'eau potable de ces villages que vous avez vus tout à l'heure, elle a déjà 20 ans.
On peut déjà se promener dessous, c'est déjà... Et puis vous voyez, le bétail qui est ici, il ne peut plus aller faire ses besoins dans l'eau potable des personnes. S'il y a une vue avant et après, aussi un résultat sur une vingtaine d'années. Et puis, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, le corridor forestier sert surtout à relier les fragments forestiers isolés les uns aux autres. Parce que si vous avez, par exemple, un oiseau, il peut voler d'un fragment à l'autre. Mais si vous avez, par exemple, un singe, ici, ben, il ne pourra pas traverser parce qu'il ne peut pas courir, il est en danger. Ou d'autres, il n'y a pas que les singes, enfin tous les mammifères. Et puis, voilà, le travail qui est fait, ça a été le projet, il y a quelques années, tous ces pointillés représentent les corridors forestiers qu'on voulait planter, qui sont aujourd'hui plantés. Et puis, bonne nouvelle, qui date de moins d'un mois, grâce à un travail, l'installation d'un atelier de sérigraphie dans ce village à l'est, ici à droite, entouré d'un cercle rouge, et à une compagnie de théâtre de Genève qui est allée animer des spectacles sur l'eau et la forêt, le maire a été tellement ému qu'il a dit, enfin le maire et les habitants ont dit que leur forêt sera dorénavant placée dans une réserve pour agrandir la réserve de Pedra Talhada, qui est ici cette île que je vous ai parlé tout à l'heure, une île de forêt perdue au milieu d'un déboisement généralisé de pâturage. La sensibilisation à l'environnement fait partie intégrante de tous nos projets depuis le début. Enseigner aux enfants de préférence, mais aussi aux adultes, aux personnes âgées qui retransmettent aux enfants, etc. Aller dans les écoles, qu'on fasse un atelier de sérigraphie, une école, un poste de santé ou la reforestation, les enfants participent à toutes les étapes de nos projets. Dans la pépinière, nous avons réservé une journée où on explique à la population, ceux qui veulent, aux enfants, aux adultes, qu'est-ce que c'est qu'une pépinière, pourquoi une pépinière, comment on traite les graines, voyez, comment on sème les graines, comment un arbre pousse. Et tout ça, ça fait que la population locale, elle se sent impliquée et évidemment va embrasser la cause de la forêt, parce que ça ne sert à rien de sauver une forêt, puis c'est la forêt d'Anita ou la forêt de Nord-Est. Non, il faut que ce soit leur forêt. Et je crois qu'on a déjà gagné le pari, la population, elle est vraiment impliquée. Quand nous avons le temps, quand Louis vient au Brésil avec moi, ou moi toute seule, tout le temps, le plus possible, on amène les enfants dans la forêt pour leur faire découvrir les 1001 secrets, les beautés de la nature. Alors, le moment qu'ils préfèrent, c'est quand ils ont le droit de planter un arbre. Parce qu'en début de saison des pluies, quand les grandes plantations commencent, les enfants sont invités à planter un arbre. Alors, les enfants, parfois, une année ou deux après, ils reviennent sur le terrain pour voir si leur arbre a poussé. C'est vraiment très, 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 très émouvant. Alors, il faut toujours divulguer, il faut parler, il faut montrer, il faut faire des cortèges. Alors ça, c'est vraiment très, très bien, les cortèges. Alors, nous avons à chaque étape, quand on pouvait, bien sûr, de plantation, les 500 000 arbres à gauche, après les 900 000. Après, nous faisons un cortège, par exemple, en l'honneur d'un donateur. Et puis après, le 1 million d'arbres. Et ça continue, on fait des cortèges, je sais pas, montrer toutes les photos de tous les... Parce que nous sommes à 2 500 000 arbres maintenant. Par contre, pour terminer, je voudrais bien vous parler de l'abeille. L'abeille, c'est un formidable lien entre l'homme et la forêt. Parce que l'abeille, elle pollinise les fleurs des arbres. L'homme, la famille, elle peut récolter un peu de miel et puis mieux respecter l'arbre parce que ça leur amène un petit bénéfice. Nous travaillons dans toutes les régions du Brésil, mais ça a commencé aussi dans cette forêt avec les mélipones, qui sont des abeilles natives du Brésil. Ici au milieu, le jaune, c'est leur nid. Contrairement aux abeilles apis d'Europe, ce sont des abeilles qui forment des ruches avec des couches horizontales et pas des cadres verticaux.
Donc, ici, vous avez le nid avec les œufs et les larves. Et puis, je suis quand même obligée de mettre le point. Là, voilà. Et là, vous avez ces petits pots qui ressemblent à des amphores où l'abeille stocke le miel ou le pollen, comme ici, le pollen. Et puis, quand c'est plein, elle ferme. Alors, vous voyez, ce qui est aussi extraordinaire pour cette abeille, c'est qu'on peut l'installer les ruches proches des maisons parce qu'elles n'ont pas de dard. Voilà la preuve. Ah, il est tout content, c'est un ingénieur forestier, il ne fait pas piquer. Alors, l'autre avantage de ces abeilles, c'est que toutes les personnes d'une même famille peuvent collaborer. Les grands-parents, les parents, les enfants, c'est léger, les ruches sont plus petites, et puis elles donnent un délicieux miel. Et surtout, pour la forêt, c'est très important parce que ces abeilles sont adaptées à polliniser toutes les fleurs, même les plus minuscules, ce que les abeilles apis importées d'Europe ne peuvent pas faire. Alors c'est bien, tout le monde est gagnant, les familles gagnent un peu de miel, la forêt gagne en dynamique, en pollinisation, et l'abeille, elle gagne à être mieux protégée, mieux respectée, dans des ruches appropriées. Et voilà une image de cette belle forêt. Voilà, vous pouvez lire, mais je peux aussi le lire. La nécessité de la conservation d'une forêt. Il est arrivé un moment où il fallait prouver scientifiquement la valeur de cette forêt. Il ne suffit pas juste de toujours dire, il faut prouver. Et ça, c'est pas mon travail, c'est le travail du jardin botanique que j'ai invité. Donc Louis va venir prendre la parole maintenant, Louis Nussbaumer. Mais il fallait prouver scientifiquement pour deux raisons principales. Pour déjà dresser le plan directeur de la forêt. Chaque réserve doit avoir un plan directeur où on dit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et quel sera l'avenir. Et aussi pour indemniser les quelques propriétaires qui avaient encore des parcelles à eux dans la forêt. Voilà, la parole est à mon collègue Louis Nussbaumer, conservateur du jardin botanique, qui est venu faire son postdoctorat chez nous dans cette forêt. Merci. Génial. Cool. Ouais, trop bien. Trop classe. Parfait. Je vais essayer d'être à la hauteur. Je vais essayer d'être aussi bon que toi. Trop bien. C'est bon? Ça va? Non, c'est cool, c'était super bien présenté. Hein? C'était très bien présenté. C'est nickel. Ouais, je l'ai allumé. C'est bon. Voilà, merci beaucoup Anita. Après tout ce qu'Anita avait commencé de faire au Brésil, vous imaginez bien la pression qu'il y avait sur les épaules de ceux qui arrivent après, qui doivent tenter d'amener un petit peu de sable au moulin pour faire avancer les choses. Au moment où Anita est arrivée au Jardin botanique, c'était bien avant que je sois là. Vous avez ici une image, pour ceux qui connaissent un peu le Jardin botanique, ça va vous plonger dans les souvenirs lointains de M. Spichiger, donc, qui était l'ancien directeur du Jardin botanique, qui est encore très actif au Jardin, de Felino, qui est la personne qui m'a appris le portugais, parce que je ne parlais pas un seul mot de portugais quand je suis arrivé au Brésil, ainsi que le nom des arbres, parce que je venais d'un travail de thèse sur Madagascar. Il y a plein de familles qu'on ne trouve pas du tout à Madagascar et en Afrique, qui vivent en Amérique du Sud. Et puis là, on a l'actuel directeur du Jardin botanique, aussi en 1994, lors de la réalisation du début du premier inventaire de cette forêt de Pedra Talhada. Donc c'est avec eux deux que j'ai commencé mon postdoc en collaboration avec un chercheur new-yorkais et une chercheuse brésilienne, bien sûr. Ça se fait toujours par des collaborations et on est loin du temps où on allait se balader en forêt sans tenir compte de quoi que ce soit d'autre. Heureusement maintenant, c'est toujours des collaborations. Vous ne travaillez pas au Brésil ni ailleurs dans le monde sans collaborer avec les personnes qui font de la recherche dans les pays où vous voulez aller travailler. Donc voilà, c'était le début c'était en 2012. Et puis je suis arrivé dans cette forêt. Alors c'était un peu spectaculaire au début. Je suis arrivé en plein meeting politique. On m'avait dit Brésil. J'étais jamais allé sur le continent
américain, que ce soit nord, centre ou sud. Et puis on m'a dit Brésil, alors j'imaginais des plages et de la caipirinha et le carnaval de Rio. Et en fait, il y avait un meeting politique dans le village. Et imaginez une centaine de personnes à cheval avec un fourreau, avec un fusil et la plupart avec des éperons à l'arrière de leur... C'était comme dans Lucky Luke, je pensais être arrivé au Texas. Et puis la forêt était très très étonnante parce qu'il faut peut-être le préciser ici. Hein. Vous allez voir, il y a une diversité incroyable dans cette forêt, mais cette forêt ne mesure que 4400 hectares, donc le 6e du canton de Genève. Donc c'est quelque part, c'est tout rikiki. C'est une forêt très intéressante. Vous le voyez ici au premier plan, derrière les cultures, vous avez de la forêt de pente qui est semi-décidue. Ça veut dire qu'il y a quelques arbres qui, en saison sèche, perdent leur feuillage. Et puis, vous avez cette pierre qui a donné son nom à la forêt, Pedra Talhada. Et puis, autour, vous avez l'impression qu'il y a de la forêt sèche ou morte, mais ce n'est pas le cas. On est en début de saison des pluies et cette forêt-là, elle a passé 6 mois ou plus sans eau. Elle est encore complètement grise. Si vous venez un mois après, vous ne ferez aucune différence entre cette forêt-là et cette forêt-là. Donc il y avait beaucoup de diversité de types de végétation dans cette forêt. Et il y a encore, on le verra juste après, une forêt de plateau au sommet. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est des dessins qu'a fait M. Spichiger sur le terrain. Donc au fond des vallées, le long des rivières, se trouvent des forêts qu'on appelle des forêts de bas-fond, où vous avez des arbres souvent qui sont, dans ce cas-là, une espèce qu'on trouve un peu partout dans les tropiques, Symphonia globulifera, qui a une architecture qui ressemble un petit peu à une brosse de toilette, j'allais dire, sans donner des noms de modèles un peu techniques. Et puis, quand vous commencez de monter dans les pentes, vous avez une toute autre architecture et une composition en espèces très différente, avec d'énormes blocs de rochers qui sont amenés à rouler et qui créent une dynamique, des ouvertures qui arrachent des arbres sur le passage, et on change complètement de végétation. Vous arrivez enfin au sommet, et au sommet, vous avez des énormes arbres qui atteignent jusqu'à 2,50 m de diamètre, qui portent entre eux, qui supportent des arbres très très fins, qui montent jusqu'à 30 mètres, qui ne tiendraient jamais s'ils étaient seuls, mais ils tiennent dans ce cas-là parce qu'ils s'appuient sur les plus grands. Donc c'était déjà très très intéressant. Et puis vous avez encore ces affleurements rocheux. On pourrait en parler pendant une demi-heure, c'est super intéressant. Il y a toute une dynamique de végétation qui se gagne chèrement, avec d'abord des mousses, des lichens, puis un tapis herbacé. Et puis tout d'un coup, il y a la saison des pluies qui arrive, qui balaie tout, et on recommence à zéro. Et c'est un cycle qui reprend. Voilà un peu ce qu'on trouve dans cette forêt. À partir de là, il fallait cartographier ces zones de végétation pour pouvoir parler de quelque chose, conserver quelque chose et faire un plan directeur de quelque chose, en l'occurrence une forêt. Il faut pouvoir connaître chacune des zones, chaque mètre carré idéalement, pour dire voilà les zones prioritaires, voilà les zones où il faut absolument faire de la reforestation parce que c'est un couloir entre deux parties de forêt. Donc on a fait ce qu'on appelle, on a créé un système d'information géographique, ce qui se fait souvent quand on fait des études de terrain. Donc on a accumulé une trentaine de cartes différentes, il y en a 4 ici comme exemple, c'est-à-dire c'est une carte avec les limites, une carte avec la topographie, donc l'altitude de chaque point. Vous avez une carte des rivières, bien sûr, vous avez des images satellites de l'année en question, mettre 5 ans avant, de 10 ans avant, de 20 ans avant, pour voir comment ça a évolué. Et puis tout ça vous permet à la fin, avec toutes les autres données, de créer une carte de la végétation. Cette carte de la végétation, elle vous permet de remarquer qu'en effet, il y a des forêts qui ont l'air un peu secondaires, en plus clair ici. Ça, c'est typiquement une forêt que Nordesta a recréée il y a 20 ans et qui est une forêt relativement jeune, mais qui abrite déjà plein d'arbres qui, après les plantations, sont venus naturellement et ont pu bénéficier de l'ombrage des arbres plantés pour pousser et redonner quelque chose qui va lentement vers une forêt de substitution. On ne revient pas à une forêt primaire, pas si rapidement, mais on revient à quelque chose où il y a de nouveau de la biodiversité. Et puis ça permet aussi de mettre en évidence tous les endroits qui avaient été déforestés par les gens qui avaient établi des fermes. Évidemment, les champs sont créés au bord des ruisseaux parce que c'est une terre la plus fertile. Donc c'est des endroits où il fallait en priorité créer de la reforestation. Nous, on n'a pas la compétence au Jardin botanique, en tout cas moi personnellement, d'aller voir les politiques, d'aller faire tous les projets socio-économiques que Nordesta a créés, ni de reforester. J'ai participé, j'ai planté quelques arbres à Pedra Talhada quand même. Notre expertise, elle est de donner des arguments pour que l'ONG puisse trouver des financements et dire, voilà, parce que cette forêt est rare, unique et précieuse, il faut la conserver. Voilà l'apport qu'on devait amener.
Donc on a fait cette carte de la végétation qui nous a pris beaucoup de temps et puis on a fait un certain nombre d'études. Alors je ne vais pas vous assommer avec des chiffres et des graphiques, j'ai pris quelques exemples. Ça c'est un dessin d'un de mes collègues du Jardin botanique Cyril Châtelain qui représente un relevé hectare. C'est une méthode qui a été utilisée depuis des dizaines d'années en premier par les ingénieurs forestiers pour des intérêts de masse de bois pour de la déforestation, mais comme il y avait beaucoup de données, les botanistes ont repris ça pour pouvoir commencer à faire des comparaisons. Le jeu, c'est quoi? C'est que vous prenez un carré de 100 mètres de côté, ça peut être une ligne sur 200 mètres, mais souvent c'est un carré de 100 x 100, vous subdivisez les parcelles de 10 mètres de côté, vous voyez ici un petit botaniste par rapport aux grands arbres, et dans chaque carré, vous allez inventorier tous les arbres qui ont, dans notre cas, on peut choisir la taille, un diamètre à hauteur de poitrine qui soit de 10 cm ou plus grand. Alors comme ça a l'air vite dit, mais concrètement, ça nous a pris avec 3 civilistes 4 mois à plein temps, où tous les jours, à 6 h le matin, on partait, on rentrait juste avant la nuit, où on montait 400 mètres de dénivelé chaque matin. Donc après votre déjeuner, vous arrivez suant haut sur le travail, et une fois en haut, vous inventoriez, vous récoltez les arbres. Voilà ce qu'on y fait. Ça sert à quoi? Quand on a un relevé hectare comme ceci, on peut commencer de faire des comparaisons puisque, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de relevés hectares qui ont été faits dans plein d'endroits du monde et c'était un peu une des choses qu'on voulait étudier. Vous avez ici notre petite forêt et toute une matrice de relevés hectares un peu partout dans la zone tropicale. Il y a pas mal de personnes qui sont là dans la salle qui ont fait certains de ces relevés, notamment à Madagascar. Et l'idée étant de comparer les relevés hectares de ces différentes forêts pour voir lesquelles ont le plus de biodiversité, lesquelles sont influencées par une sécheresse longue ou des pluies irrégulières pendant la saison sèche ou une saison sèche plus ou moins longue, par la topographie, etc., etc., etc. Ça, c'était un des objectifs. Il y a encore des parties de cette étude qui sont en cours, qui ne sont pas terminées. L'idée, c'est quoi? C'est de divulguer ça au monde scientifique et de montrer qu'il n'y a pas que des forêts ici, qu'il faut faire de la conservation là, mais là aussi, on a une forêt avec des choses intéressantes et donc on donne une existence à cette forêt. Plus une forêt est visible, moins on pourra, j'allais dire, faire n'importe quoi avec. Vous imaginez, je pense que tout le monde a déjà entendu parler des chutes d'Iguaçu. Si le gouvernement brésilien est à sec financièrement, la dernière forêt dans laquelle il pourra retirer les gardes sans que ça fasse un lever de bouclier, ce sera les chutes d'Iguaçu parce que c'est extrêmement connu. Plus votre forêt va être visible dans les médias, auprès des chercheurs, plus si le gouvernement doit retirer des financements, il aura des ennuis s'il les retire pour votre forêt. Donc vous devez faire connaître votre forêt pour qu'elle existe. Un exemple de ce qu'on fait avec ce genre de relevé hectare, c'est un arbre généalogique, je vais le présenter comme ceci, où on va regrouper les relevés hectares de cette carte, dans ce cas-là il y en a 57, entre eux par similarité. C'est-à-dire qu'on va prendre toute la matrice, dans ce cas-là on travaille sur les familles de plantes, et puis on va regarder, comparer les relevés 2 à 2, et dire ces deux relevés-là, ils sont très semblables, parce qu'ils ont les deux 35 espèces de fabacées, donc la famille des petits pois et des haricots, et puis les deux relevés n'ont aucune plante de la famille des Nyctaginacées. Donc si ces 2 hectares, par exemple ici et là, ont ces caractéristiques semblables, ils seront très similaires, et ils se retrouveront sur des branches proches sur cet arbre. On le fait 2 par 2, on va classer ces relevés par dissimilarité en cherchant pour chaque groupe de division par 2 les similarités les plus proches pour faire comme une parenté familiale la plus proche possible. Et puis, on peut après commencer de regarder les groupes. Donc, par exemple, vous allez dire quels sont les 2 grands groupes de relevés. On voit ici, si vous amusez à regarder les localités, vous allez voir qu'aux surprises, si vous coupiez l'arbre en 2 ici pour faire 2 groupes à cette hauteur-là, ici on a des relevés de Côte d'Ivoire, du Gabon et du Venezuela, du Paraguay, du Brésil, de l'Équateur. Donc on a ici un premier groupe qui inclut des forêts africaines et des forêts sud-américaines. Alors que dans le deuxième groupe, vous avez des relevés de Madagascar. Alors, évidemment, on a les données qu'on a. Vous voyez, il y a une grosse représentativité de Madagascar. C'est beaucoup plus faible pour certaines régions d'Afrique et pour l'Asie. On a quelques relevés asiatiques. Avec les données qu'on a là, ça montre que l'Afrique a une composition en famille de plantes plus proche de l'Amérique du Sud par rapport à Madagascar qui serait plus proche de l'Asie.
Ça, c'est partiellement explicable par le fait que pendant la dérive des continents, Madagascar était collé avec l'Inde, s'est séparé de l'Afrique, et puis l'Inde a posé Madagascar au début du chemin et allait s'écraser contre ce qui deviendra l'Himalaya pour créer ces montagnes. Et c'est la période où pas mal de familles sont apparues. Donc finalement, il y avait des familles communes entre l'Inde et Madagascar, et elles étaient déjà parties du groupe africain et sud-américain. Ce genre de travail nous permet ensuite de dire, OK, on a des groupes, on peut aller très très loin, puis dire, ben voilà, notre relevé de Pedra Talhada, il est très proche d'un autre relevé au Brésil, qui sont ensuite regroupés avec un petit paquet d'équateurs d'autres régions du Brésil et du Pérou, etc., etc. Et puis après, on peut chercher à voir quels sont les éléments de ces relevés qui sont les éléments clés qui marquent la différence et qui font les groupes. Dans le cas présent, c'est très compliqué, je ne vais pas aller très loin dans le détail, mais pour le premier groupe que je vous ai montré là, l'exemple il est que Madagascar et l'Asie insulaire, elle est marquée par la présence de certaines familles comme les Lauracées, comme les Astéracées. Astéracées, c'est la famille du pissenlit. Là, on parle d'Astéracées arbres, ces relevés contiennent que des espèces d'arbres, alors que l'Afrique et les néotropiques, donc l'Amérique du Sud entre autres, elles sont marquées par des familles comme les Lecitidacées. Si vous avez déjà mangé des fruits secs, vous avez souvent des grosses noix qui sont la noix du Brésil. La plus grosse noix, la plus biscornue et la plus huileuse, j'allais dire, c'est la famille des Nyctaginacées. C'est la famille des Lecitidacées, pardon, ou la famille des Malvacées de l'hibiscus. Et puis on peut continuer comme ça. Puis on retrouve ici le groupe des forêts néotropicales humides avec quelques familles très typiques auxquelles appartiennent notre relevé de Pedra Talhada. Ça, c'est un exemple de travaux qu'on fait pour mettre en évidence cette forêt au niveau de la recherche. Un autre type de travail qu'on fait en recherche, c'est de la modélisation. Sur cette carte, vous voyez la forêt de Pedra Talhada. On a posé un point tous les 50 mètres sur cette carte, les points jaunes. On a soustrait les points qui sont composés de forêts, qui sont les points roses. On a mis chaque point, on l'a fait avec un ordinateur et pas à la main, mais imaginez qu'on a mis chaque point dans un grand sac et on a tiré 30 billes au hasard, 30 billes au hasard, et chacune de ces billes, c'est un point GPS, et on s'est rendu dans ces endroits, parfois c'était assez compliqué d'accès, pour aller inventorier sur une parcelle de 50 mètres de côté la présence ou l'absence d'une trentaine d'espèces qu'on avait sélectionnées. Est-ce que dans cette parcelle, l'arbre est présent ou est-ce qu'il est absent? On le fait pour les 30 arbres et on le fait sur les 30 points. À partir de là, on a des modèles statistiques que je ne vais pas expliquer ici, basés sur la distance aux rivières, la température, l'altitude, la pente, l'orientation, etc., qui nous permettent de prédire, sur la base de la connaissance de ces 30 points, qu'est-ce qu'on aura comme espèce dans ce point-là. Et l'idée qui suit, c'est de dire, OK, on le fait pour Pedra Talhada, ensuite, on va tenter ça sur une forêt à 50 km, puis une forêt à 80 km, pour voir si on arrive, à partir de la connaissance d'une petite forêt, à comprendre comment est organisée la diversité des arbres dans d'autres forêts. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, si on trouve une espèce qui est en danger de disparition et qu'on a besoin de trouver des graines pour faire de la conservation et reforester avec cette espèce, des programmes de réintroduction, on a besoin de savoir où la trouver pour prendre des graines avec la plus grande diversité génétique. À savoir, si vous prenez une espèce que cette forêt-là, il y a moins de chances de survie pour l'espèce que si vous avez des stocks de graines d'ici, de là et de là. Et pour faire ça, vous n'allez pas au hasard dans ces forêts. Ça a l'air petit, mais c'est beaucoup de kilomètres à faire en voiture et à pied. Donc, vous avez plutôt intérêt à aller, si possible, au bon endroit. Et quand vous savez qu'une espèce, typiquement cette espèce-là, elle pousse systématiquement dans les pentes, eh bien, vous savez que dans la forêt en question, grâce à mon modèle statistique, vous devrez aller dans des pentes qui sont orientées de telle manière, à telle distance de ruisseau, pour avoir le maximum de chances pour retrouver cette espèce qu'on veut conserver. Ça, c'est quelques exemples expliqués succinctement de recherche. Voilà comment ça se passe sur le terrain. C'est reparti de plus belle. Ce que vous pouvez faire, c'est me donner les éléments. Oui, alors moi je l'ai posé juste à côté de moi, donc ça c'est pas un problème. C'est juste que tant que la gourde, vous voyez, la stick elle penche, ça plie à l'endroit où elle s'accroche. Pas la... Vous avez plus d'expérience que moi, mais à mon avis, là, vous êtes... Pas dedans. Ouais, je sais, mais... C'est vraiment...
On a récolté bientôt 600 arbres, mais tout à coup, il y a un nouvel arbre. Ce matin, on en a eu un qu'on n'a encore pas récolté. Je dis waouh, une espèce de plus, diversité en plus. On va montrer que cette forêt elle vaut la peine d'être conservée et qu'il faut absolument la protéger. Essayez de voir, il a la branche, une branche à peu près 1 mètre en dessus. Ouais, Voilà. Ah bon. je coupe, hein. Ouais, parce que plus loin c'est sec. Ouais, ouais. Livré. Livré. Ouais, c'est rare, hein. C'est rare. Palicouréa, c'est quel numéro? 593. 593, Palicouréa. Thomas. Thomas. Le numéro 587, salaud. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de ce qu'on fait dans la forêt. Donc vous avez peut-être un verger chez vous et ce qu'on appelle un échenilloir ou une gaule, donc des tubes en alu que vous dévissez pour aller couper les branches de votre pommier. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui a été mis au point par des Américains qu'on a repris à grand renfort de prospection dans les magasins qui vendent des tubes en alu dans la région genevoise, chez des écoles techniques, le SEPTA en l'occurrence, enfin ce qui s'appelait avant le SEPTA, fabriquer des ressorts sur mesure, parce qu'on doit monter avec nos tubes qu'on clip 2 mètres par 2 mètres, mâle, femelle, mat, femelle, enfin grand diamètre, petit diamètre, grand diamètre, petit diamètre, et on peut monter jusqu'à 18 mètres. Mais quand vous avez un tube en alu tout fin qui monte à 18 mètres, vous devez vous appuyer sur des lianes, vous allez passer 25 minutes à monter, et puis vous voyez qu'il y a une branche qui vous bloque, vous n'allez pas atteindre les fleurs que vous voulez récolter. Donc vous devez tout redescendre et commencer de remonter. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais ça vaut la peine, ça montre un peu le temps qu'on prend pour récolter les plantes sur ces relevés. Quand vous avez fini de faire ça, vous étiez 3, un qui est suant, avec plein de mouches qui tournent autour, qui a tenu la chose qui pèse 10 kilos, c'est pas très lourd, mais quand ça monte à 18 mètres, ça a une force assez puissante sur les bras. Et les 2 autres qui ont dit un peu plus à droite, non, descend, remonte, avec des jumelles. Et à la fin, vous avez tout démonté, vous avez peut-être réussi à reprendre votre échantillon si c'est pas coincé sur une autre branche à 12 mètres de haut. Et quand vous avez fini ça, vous remarquez qu'à 2,50 mètres, vous aviez un vipéridé, le jararaca, dans ce cas-là, qui est super venimeux, qui était à 2,50 mètres, enroulé sur lui-même, et vous auriez très bien pu lui marcher dessus. Alors, on a eu de la chance, on n'a jamais eu d'accident, ça fait partie du jeu, et évidemment, on ne va pas les enlever parce qu'on est là pour les protéger, donc le but, ce n'est pas de les enlever de notre relevé hectare. Vous avez, quand vous prospectez, des fois des choses un peu compliquées à escalader ou à contourner parce que vous allez prospecter en haut de la pierre et puis que vous ne pouvez juste pas monter. Donc des fois, ça vous fait faire des détours d'une demi-journée pour atteindre un objectif parce que vous pensez qu'il y a des plantes intéressantes à montrer. Et quand vous y accédez, vous prenez des journaux, ça n'a pas changé depuis 200-300 ans de récolte botanique. Vous allez presser vos plantes, vous récoltez plusieurs morceaux de chaque plante pour ensuite les envoyer au jardin botanique. Au Brésil en premier lieu, qui va envoyer une partie des exemplaires, vous prenez toujours 5-6 exemplaires si possible, qui les envoie à Genève, qui les envoie à New York, en fonction des spécialistes qui travaillent sur les groupes. Il y a quelques personnes dans la salle qui ont monté un certain nombre de ces échantillons de plantes qui sont ici. Alors j'en profite pour les remercier. Et puis, vous trouvez aussi des choses spectaculaires, notamment des gros escargots. Il a l'air grand sur la photo, il n'est pas aussi grand, mais presque. Ça, c'est un escargot dont la coquille fait une dizaine, en tout cas, de centimètres. On verra qu'il a un cousin qui est assez intéressant et qui est un argument fort pour conserver Pedrataeda, j'y reviendrai après. Vous trouvez des choses absolument incroyables, moi je n'ai jamais vu rien de tel avant. Ça c'est un champignon qui ressemble à un filet de mandarine suspendu sur le sol. Vous passez le matin, vous le voyez, vous le prenez en photo, vous dites on va le récolter le soir, et le soir il est complètement ratatiné, à moitié liquéfié. Donc ça c'est les choses incroyables de la forêt tropicale. Il y a une vitesse dans la floraison, dans la foliaison qui est absolument hallucinante. Dans cette forêt, vous avez des arbres absolument spectaculaires. Il y a ici Felino, l'ancien braconnier qui a été mon guide botaniste pendant mon premier mois au Brésil, avec des arbres incroyables. On a passé en tout cas 3 mois à essayer de savoir le nom de cet arbre. On n'a jamais vu ça en fleurs. Et finalement, c'était la famille de la pervenche, donc un énorme arbre qui paraît être une accumulation de plusieurs troncs, mais c'est simplement qu'il est canaliculaé, donc il y a des creux dans l'arbre. Vous avez des lianes absolument folles, par exemple cette liane qui s'appelle l'échelle des macaques, et en fait qui est une liane de la famille des petits pois qui est énorme, et vous voyez que les branches les plus petites sont rubanées, un peu comme puisqu'on sort à peine de Noël et des cadeaux et qu'on s'en remet lentement, un peu comme un ruban de cadeau de Noël. Et en fait, toutes ces choses-là, elles ont toutes des particularités qu'on a découvertes, qui étaient connues pour certains, que nous, on ne connaissait pas. Par exemple, dans ce cas-là, une liane qui s'accroche aux arbres, les arbres poussent, ils vont quelque part écarteler la liane, et ce genre de structure enrubanée lui donne une espèce d'élasticité qui lui permet, le temps qu'elle croisse suffisamment, de résister aux étirements monstrueux que les arbres font en les tirant.
Donc des choses vraiment spectaculaires. Vous avez ici une plante de la famille des Burmaniacées, qui est une petite plante qui pousse dans les bas-fonds boueux au bord des rivières, qui n'a pas de chlorophylle, donc qui se nourrit principalement grâce à des champignons et qui est, pour l'anecdote, une Burmaniacée, famille dédiée à Burman, un Hollandais dont les collections sont au Jardin botanique de Genève. C'est parmi les plus anciennes collections qu'on ait au Jardin botanique. Très belle plante. Quand vous avez fait tout ça, vous allez accumuler ça dans une base de données. C'est souvent un travail long et pénible. Donc, vous avez une planche d'herbier qui est montée par les gens qui nous font le travail de sublimer les récoltes qu'on fait sur le terrain. Vous avez une photo qui est liée et toutes les informations de récolte, la date, la localisation, etc., etc. On avait dans ce cas-là beaucoup de chance. Nordesta n'a jamais arrêté de faire des photos de botanique. Ça nous a amené vous allez voir quelques, j'allais dire, déboires par la suite. Mais n'empêche que avant de commencer de faire quoi que ce soit, on avait déjà une énorme base d'illustration des plantes pour pouvoir approcher au début quelles espèces, quels genres on va trouver dans cette forêt avant de faire notre inventaire. Et puis cette base de données, c'était une base de données de près de 7000 entrées, donc c'est pas mal de données à gérer. À partir de cette base de données de la liste floristique, donc ça veut dire la liste de toutes les espèces qu'on a recensées dans la forêt, ce n'est pas une liste complète. Chaque mois, il y a 1 ou 2 nouvelles espèces pour la forêt qui sont découvertes. Ce n'est pas des nouvelles espèces pour la science, mais c'est des espèces qu'on n'avait pas vues dans nos prospections et qui sont découvertes. Qu'est-ce qu'on a montré avec cette liste floristique? On a notre petite forêt qui est là, perdue au milieu du Brésil gigantesque, et on peut mettre en évidence un certain nombre de relations de parenté. On a par exemple certaines espèces, comme les exemples que vous avez là, qui sont des espèces néotropicales généralistes qu'on trouve un peu partout dans la région brésilienne et les pays avoisinants. Donc c'est des espèces généralistes, et pour l'anecdote, vous avez ici un arbre qui a l'air marqué. Ce n'est pas naturel, il est en effet marqué. Il y a un petit singe dans la réserve de Pedra Talhada qui adore gratter l'écorce de cet arbre, boire la résine qui s'en écoule, et quand vous avez la trace sur le tronc, vous savez que le singe est dans le coin. Cet arbre-là, il est de la famille de la mangue. Ça explique que la résine l'intéresse parce que c'est une résine sucrée qui a une très très bonne odeur. Certaines espèces de la forêt, comme les 2 exemples que vous avez là, ne croissent que dans la forêt atlantique, cette fameuse forêt dont Anita a parlé avant, qui a une bande fine sur toute la côte, qui bénéficie des pluies grâce à l'océan. Vous avez certaines espèces, et ça c'est très intéressant, qu'on ne connaît, qui ne se trouvent que dans la région de la forêt atlantique, mais aussi en Amazonie, et pas entre deux. Et ça, c'est une trace de ce qui était probablement avant les périodes actuelles, une grande forêt humide continue depuis la côte jusqu'à l'Amazonie et qui, au cours des changements climatiques anciens, par exemple l'équivalent de nos glaciations, ont été coupées en 2 par un corridor de sécheresse qui viendrait du Paraguay et qui traverse le Brésil du sud-ouest au nord-est et qui a coupé en 2 quelque part ces 2 aires. Mais n'empêche que la trace historique, c'est quoi? C'est qu'on retrouve des espèces comme celle-là qui poussent dans les 2, qui peuvent maintenant plus passer de l'un à l'autre parce qu'il n'y a plus les milieux dans lesquels elles vivent, mais elles y vivaient avant. Donc, c'est des découvertes qui sont assez intéressantes. On a ensuite des espèces qui sont plutôt de la région semi-décidue, donc des forêts qui sont entre sèches et humides, plus au sud dans le Paraná. Et puis, on a finalement des espèces qui sont très sèches, qui poussent dans ces milieux secs, justement de ce corridor, qui sont adaptés aux sécheresses. Vous avez ici une magnifique floraison d'une bignonacée, donc la famille de la bignone, qui fait des fleurs avant de faire les feuilles. C'est très, très joli à voir. Et finalement, vous avez des endémiques régionales, c'est peut-être le plus intéressant, des espèces qui ne poussent que dans la région. Ça peut être que dans la forêt de Pedra Talhada ou que dans la région. Et ça, c'est important pour la conservation. Plus une espèce est restreinte sur un territoire, plus il y aura d'importance à protéger ce territoire, puisqu'on ne cherche pas à conserver les espèces, mais la végétation, l'environnement naturel qui les contient. Une fois que vous protégez une forêt de bambou en Chine, vous n'avez plus besoin de protéger le panda, il se débrouille très bien tout seul dans cette forêt. Par contre, la forêt a besoin d'être protégée. Et puis, il y a toute une série d'espèces nouvelles là-dedans. Je vous ai fait plusieurs promesses, j'y réponds au fur et à mesure. Dans le tas, il y a cette magnifique orchidée, enfin c'est une petite orchidée verte, qui est du genre Epidendrum, qui est une espèce nouvelle qu'on n'a jamais récoltée. Il y a besoin de récolter une plante pour pouvoir la décrire comme une espèce nouvelle. Et on avait des photos qui ont été faites il y a plus de 25 ans dans la forêt, à partir d'une plante tombée d'une canopée.
Et depuis, on l'a recherchée vainement, sans jamais la retrouver. Donc ça veut dire que c'est une espèce qui est nouvelle pour la science. Le spécialiste des orchidées brésiliennes nous l'a confirmé. Mais tant qu'on ne la retrouve pas en fleurs, on ne peut pas la décrire. Donc en fait, c'est wanted, une espèce qu'on recherche absolument pour la décrire. On sait qu'elle est là, mais on ne sait pas où. C'est assez rageant, mais ça motive à retourner en forêt. Il y a plein d'autres espèces nouvelles de différentes familles, dans la famille des courges, dans la famille de l'ananas, etc. Tout ça, ça a été compilé dans un livre. Il faut savoir qu'on n'était de loin pas les premiers chercheurs. Depuis le début des années 90, beaucoup de chercheurs, surtout brésiliens, aussi des Français et des Américains, sont allés faire des inventaires de la faune, ainsi que, enfin de la faune, toutes catégories confondues, mais aussi des champignons. Et puis on a dit, maintenant il est temps de compiler tous ces résultats dans un livre qui sera l'argument de vente de Nordesta, qui me dira, ok, on a tout ceci dans notre forêt. Pour cette raison-là, vous devez la conserver, vous devez la protéger, vous devez nous donner des financements. C'est 74 auteurs, 818 pages, donc c'est un livre, il est là, hein, qui pèse 4 kilos. Généralement, vous ne le transportez pas dans le terrain. Et puis, il y a 2100 espèces. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder. Vous voyez que la couverture est en portugais. On l'a bien sûr fait en premier en portugais pour le divulguer localement pour les universités, les écoles secondaires. On extrait aussi des parties pour les écoles primaires pour divulguer cette forêt et montrer le trésor qu'est cette forêt aux gens de la région. On l'a traduit en français en 2018. Il contient un descriptif de la réserve, géologiquement, climatologiquement. On décrit toute la végétation, ce que je vous ai présenté avant. Il y a eu un travail qui a été fait par une doctorante de ma collègue Michelle Price qui nous a présenté le projet avant, qui est venue faire un inventaire des mousses avec une collègue brésilienne là-bas. Il y a eu un gros travail sur les champignons avec des collègues de l'ETHZ à Zurich, donc le Poly à Zurich. Et puis, beaucoup de travaux sur les insectes. Et là, je suis obligé de m'arrêter parce que moi, j'en reviens toujours pas après 5 ans, donc je vais vous partager ça. Vous voyez, ce tronc d'arbre-là, ce n'est pas le plus gros qui est. Il est coupé à la machette d'un côté, mais de l'autre côté, il a été rongé. Et il a été rongé par qui? Par ce petit coléoptère de 2 cm qui, patiemment, va ronger le tour de l'écorce, puis le tronc, et ça fait ces petites vrilles comme ça. Et au moment où l'arbre va tomber, juste avant qu'il tombe, il va faire des trous, pondre ses œufs, et la branche va tomber au sol. Et ces larves ont besoin, pour se développer, de bois qui soit mort, mais fraîchement mort. Donc c'est super spécifique, mais pour nous c'est génial parce que pendant des mois et des mois, avant que la personne qui a fait le chapitre sur les coléoptères ne nous l'apprenne avec ce chapitre quand on faisait les relectures, ben on trouvait à terre des fois des branches de 2,50 m de long, assez grosses, avec des fleurs dessus. Et en fait, on venait de gagner une demi-journée de travail. Au lieu de montrer notre nez chignoir, de le redescendre pour passer à gauche de la branche, de le remonter et de réessayer 5 fois, eh bien, on avait une branche toute prête qui était tombée pendant la nuit avec des fleurs dessus. On n'avait plus qu'à collecter nos 6 morceaux et le tour, il était joué. Donc ça, c'est des trucs assez spectaculaires. Dans cette forêt, il y a aussi le plus grand papillon du monde. Il y a des espèces de grenouilles à foison. Il y a par exemple une petite mare de quelques dizaines de mètres carrés où il y a plus d'espèces de grenouilles que dans toute la Suisse. Donc c'est assez spectaculaire. Et dans le tas, il y avait une grenouille endémique de cette réserve. Donc c'est une grenouille qui est très très jolie, vous le voyez, qui ne vit que dans cette forêt. Donc si vous déforestez ces 4000 hectares, vous perdez cette espèce à tout jamais. Et le chercheur l'a dédié en l'occurrence à Anita pour son travail de reforestation. Beaucoup d'espèces de serpents. Il y a notamment des chercheurs en pharmacie qui ont extrait les venins du plus gros vipéridé du monde ou d'Amérique du Sud. Voilà, le maître de la brousse, il n'est pas en photo ici, et ils ont extrait le venin, ils ont fait beaucoup de publications sur le contenu de ces venins avec toutes les implications que ça a en pharmacologie. Anita a fait un chapitre évidemment sur les oiseaux. Sa spécialité, c'est l'architecture des nids, les stratégies de nidification des oiseaux qu'elle a documentées. Ce livre est, j'allais dire margé, c'est pas doré, on n'avait pas les belles couvertures dorées de l'époque, mais c'est quand même des couleurs. Et en fait, on a 2 répétitions, on passe du vert au bleu, et puis on a une deuxième répétition de ces couleurs. Et la deuxième partie, c'est la partie plus scientifique. C'est un inventaire, donc des listes pures et dures de noms d'espèces par famille, avec des numéros d'échantillons qui font référence à ces espèces. Et puis, on a quand même rajouté des photos pour un aspect de lien avec les écoles où les enfants s'amusent à aller en forêt, essayent de reconnaître les espèces à partir du livre. Et puis, s'ils trouvent quelque chose qu'ils ne voient pas dans le livre, ils font des photos, ils nous les envoient. Et on a déjà eu plusieurs cas où des enfants, avec une classe de leur école, ont trouvé une espèce qu'on n'avait pas inventoriée pour cette forêt. Donc ça, c'est de la science participative pure. Et c'est juste un bonheur parce que les enfants, ils sont méga fiers de leur découverte.
Voilà. Il y a ensuite un chapitre, vous voyez Anita toute jeunette quand elle était au Brésil. Et il y a plein de choses qu'elle n'a pas dit, hein, mais notamment quand elle était enceinte, je ne sais pas si son fils est dans la salle, mais elle campait sous tente et elle allait se balader dans les forêts. Et elle a eu plusieurs déconvenues à part les menaces de mort. Elle a notamment installé une fois son hamac sur 2 arbres, dont un arbre mort. Et pendant la nuit, l'arbre s'est cassé et il est tombé sur Anita. Elle a eu toutes les dents cassées. Elle a dû aller à l'hôpital et ça a duré assez longtemps. Donc ça, elle ne l'a pas dit, mais c'est du vécu du terrain. Donc c'est un investissement physique dans la conservation de la forêt. Voilà, donc il y a tout l'historique. Vous retrouvez ici le maire, M. Maya. Les recherches et les publications qui sont faites sur une forêt comme ça, c'est là, on en arrive au titre de la conférence, c'est vraiment fondamental. Si vous n'avez pas cet appui, vous n'êtes pas crédible parce que finalement, les systèmes politiques changent, les bailleurs de fonds sont là, mais ils ne sont plus là 10 ans après parce qu'ils financent d'autres choses ou parce que les fondations ont changé. Avec des scientifiques qui ont publié des choses, vous avez une assise qui existe physiquement puisqu'elle a été publiée, qui vous permet d'argumenter, oui, notre forêt, elle doit être protégée. Je vous donne quelques exemples. C'est quelques exemples qu'il y a qui montrent que la recherche est fondamentale pour un projet de conservation. Ça commence par divulguer les livres. 2500 livres ont été produits, 1500 ont été envoyés au Brésil et 25 000 élèves ont un jour ou l'autre travaillé dans les écoles autour de la réserve sur les inventaires, sur le livre, à faire différents travaux didactiques. Il y a eu toute une série de BD, pour l'instant c'est 4, il y en a une 5e en préparation, avec, vous retrouvez la pierre taillée ici, qui ont été faites pour les enfants les plus petits, en dessous de 5-6 ans. Ce livre, il a servi de plan directeur qui permet de dire « Ok, voilà la réserve, qu'est-ce qu'on va y faire dans les 15 ans à venir ? On va protéger de manière intégrale certaines zones les plus fragiles, on va laisser ouverts certains endroits pour les écoles, pour de la médiation scientifique, pour divulguer cette diversité. Il y a certains endroits qu'on doit reforester en priorité, qui sont les plus fragiles, etc., etc. Plus toute une grosse zone tampon qui reste à créer. Anita vous a parlé du succès du lien avec cette forêt. C'est dans le projet des zones tampons pour faire que cette forêt ne soit pas une coupure nette entre la forêt et du pâturage sec autour, mais d'avoir quelque chose d'intermédiaire qui passe doucement entre un pâturage et une forêt avec une espèce de lisière qui fait tampon pour les périodes de sécheresse. Dans cette forêt, il y a un chercheur qui est venu inventorier dans les années 80 les mammifères et il ne faisait pas trop de photos à l'époque, il récoltait des individus pour les identifier et au moment où on a fait le livre, on lui a envoyé tous nos stocks de photos parce qu'il fallait évidemment illustrer ce livre. Et dans les photos, il y avait la photo de cette petite photo-là, qui ne paye pas de mine comme ça, qui avait été prise, pour l'anecdote, avant que lui vienne faire ses travaux là-bas, mais il n'avait pas eu accès à ces photos parce que c'était, à l'époque, les gens allaient, faisaient leurs recherches, il n'y avait pas forcément toute cette connexion et tout cet accès sur le web d'échange, c'est dans les années 80-90 ça. Et au moment où il lui a envoyé ces photos, il lui a dit, mais à part les espèces qu'on a listées dans cette forêt, il y a cette espèce-là qu'on n'a pas vue à l'époque. Et cette espèce-là, c'est une espèce qui vient d'être décrite. Donc on parle d'un mammifère nouveau pour la science, qui est un porc-épic qui fait une vingtaine de centimètres et qui est connu que d'une seule forêt au Brésil. Il a été décrit d'une forêt à quelques centaines de kilomètres de là et on a dit cette espèce, elle vit que là. Maintenant, avec le livre, avec cette publication, le chercheur a dit, grâce à ça, on sait que cette espèce de porc-épic vit dans 2 forêts, donc ça donne un peu de chance de survie à l'espèce. On sait que si elle a été vue dans 2 forêts, il y a bien des chances qu'il y ait d'autres forêts encore non inventoriées où l'espèce se trouve. Ensuite, ont été initiés beaucoup de projets. On a ici le fils d'une de nos collègues du Jardin botanique qui a fait un travail sur les champignons, avec des collègues brésiliens qui ont repris le flambeau et qui, depuis, là, il y a une publication toute fraîche qui vient d'être publiée en 2020 d'une espèce de nouvelles de champignons. Ils en ont publié plusieurs autres. Des Hollandais ont publié des espèces de nouvelles de lichen. Donc là, en fait, quelque part, ce livre et puis les travaux qui ont été menés avec acharnement pendant des années, nous, on est arrivé pour un petit peu les mettre en évidence et puis ça a rameuté plein de chercheurs qui n'étaient jamais venus. Par exemple, il y a un chercheur qui travaille sur la famille de l'eucalyptus, les myrtacées, et qui a décrit une nouvelle espèce. Vous voyez, elle est connue que de cette réserve. Et il l'a aussi dédié à Anita en disant mes études de thèse auraient probablement pas permis de découvrir cette étude s'il n'y avait pas eu ces projets de conservation pendant 30 ans, parce que la forêt serait probablement plus là.
C'est aussi une nouvelle espèce de grenouille toute fraîchement décrite en 2017, qui est très très jolie. Et puis ça, je vous avais fait une autre promesse un peu plus tôt. Je vous avais parlé du gros escargot de 10 à 15 cm. Ça, c'est une autre espèce d'escargot du même genre, Megabolimus. Et il s'avère que les chercheurs qui ont, après avoir fait le chapitre 20 ans plus tard, ils se sont dit mais c'était quand même vachement chouette d'aller travailler dans cette forêt, on va y retourner. Donc ils sont revenus en mission, donc une mission entre des gens du Muséum d'histoire naturelle de Paris et des Brésiliens. Donc il y avait 3 Brésiliens et 2 Français. Et ils ont fait un inventaire fouillé avec des tamis pour récolter des coquilles d'escargot parfois de 2 ou 3 mm. Et puis ils ont notamment trouvé plein de coquilles de cette espèce-là. Et ce qui est intéressant, c'est une espèce qui était considérée comme éteinte. Vous savez qu'on a à Gland, tout près de chez nous, l'Institut, l'UICN, qui décide si une espèce est en danger critique d'extinction, si elle n'a pas de danger, si elle est éteinte, etc., etc. Cette espèce était considérée comme éteinte. Grâce aux recherches menées à Pedra Talleda suite à la publication de l'ouvrage, en 2018, ils ont publié cette espèce éteinte, on l'a fait renaître. Pour une fois, c'est une bonne nouvelle. On pensait qu'on n'allait plus jamais la voir sur notre planète Terre. Et bien, il se trouve qu'on est sûr qu'au moins dans un endroit, elle s'y trouve. Donc quand vous allez avec ça, aux gouvernants ou vers des bailleurs de fonds, vous leur dites notre petite forêt rikiki du 6e du canton de Genève, eh ben, elle contient quand même des trucs assez incroyables, il faut la conserver. Et ça motive quand même pas mal les bailleurs de fonds à vous aider parce que vous verrez, la reforestation, ça coûte cher en temps et en investissement. Anita a aussi tenu ses promesses. Voilà 3 publications qui ont été faites en 2017, 18 et 19, où elle a commencé de divulguer plus de 30 ans d'accumulation de données botaniques sur les oiseaux, où elle divulgue par des schémas, par des analyses statistiques, le comportement des oiseaux pour des espèces d'oiseaux dont on ne connaissait rien du tout jusque-là. On les avait décrites, mais on n'avait pas pris le temps de passer des heures et des heures à faire de l'affût pour voir quel est le prédateur qui les mange, voir comment ils s'enfuient et comment ils font semblant d'être blessés pour attirer le prédateur ailleurs pendant que la maman ou le papa s'occupe des oisillons au nid, etc., etc. La partie qui me plaît le plus, puisque moi je ne fais pas moi-même de la forestation, donc comme ça on a l'impression de se sentir un petit peu moins inutile, c'est cette partie. Félino et tous ses collègues ont, depuis le début de la reforestation, fait un énorme travail. Nous, on a contribué un tout petit peu en dressant une liste des noms latins des plantes, et c'était vraiment un gros travail, c'était très difficile, mais on a passé des heures et des heures avec Félino à revoir ces listes pour qu'on ait une liste des noms scientifiques qui correspondent aux noms vernaculaires. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est dans le nord-est du Brésil, qui n'a rien à voir avec le reste des autres régions du Brésil, et qu'il existe de magnifiques ouvrages faits par M. Lorenzi, un Brésilien, qui explique pour chaque espèce des arbres les plus fréquents, environ 300 espèces d'arbres, comment les reforester au mieux pour gagner du temps et faire survivre au maximum les semences. Mais pour faire ça, il faut savoir le nom. Vous ne pouvez pas feuilleter votre livre comme ça, vous devez commencer par avoir un nom. Et si vous prenez le nom vernaculaire, eh bien, vous ne le trouvez pas dans cet ouvrage parce que dans votre région, c'est des noms vernaculaires en patois, un peu comme le patois jurassien, qui sont propres à votre région et personne d'autre n'utilise ces noms. Donc une fois que vous avez un index non vernaculaire local et non latin, vous retombez sur vos pattes et puis vous pouvez commencer de comprendre comment vous allez faire pour reforester. Parce qu'il faut savoir que vous avez une chambre spécifique qui contient toutes les semences des espèces, que c'est un énorme travail. Et je vous donne un exemple qui illustre, on pourrait en donner 50, mais je vais illustrer celui-là, c'est mon préféré. Voilà la graine du jatoba. C'est un haricot, mais je ne vais pas le casser parce qu'on n'a pas beaucoup, mais normalement on ne devrait pas pouvoir le casser. C'est très solide, c'est ligneux. Et si vous avez l'espèce qui va tomber de l'arbre au sol, il faudra entre 20 et 30 ans pour que la graine pousse. Parce que l'écorce est en bois, elle va devoir se dégrader. Puis dedans, il y a des graines qui sont en bois encore plus dur. Et là, je vais plutôt ménager le bureau de l'Uni que la graine. C'est très, très rigide. Et le temps que toutes ces couches externes, internes se dégradent avant que la plantule sorte, eh bien, il faut du temps. Vous le savez comme moi, vous avez suivi l'actualité au Brésil. On a plutôt intérêt à reforester jour et nuit pour suivre le rythme de la déforestation. Donc, on n'a pas ces 20 ans à attendre. Dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est un travail long. On va mettre toutes les graines sur une bâche. On va faire passer des bœufs une dizaine de fois dessus. Les bœufs vont éclater l'écorce de ces gousses. Dedans la gousse, vous avez une pulpe très rigide, un peu farineuse, mais très compacte, qui contient la graine. Donc, ce n'est pas encore fini avant d'avoir votre graine. Ensuite de ça, vous allez prendre une bétonneuse. Vous avez ici Louis, qui m'a aussi beaucoup aidé au Brésil. Vous mettez des cailloux, de l'eau et vos graines avec votre pulpe dedans. Vous faites tourner ça pendant quelques minutes. Et à la fin, vous avez vos graines que vous pouvez laver.
Vous croyez que c'est fini, mais ce n'est pas encore fini. Quand vous avez fait ça, vous allez quand même enlever cette écorce externe de la graine et vous avez votre petite meule qui tourne ici et vous allez meuler la graine et là, vous arrivez à l'endroit où vous ouvrez votre graine de manière suffisante pour que quand vous la mettez en plantation, votre graine va en quelques semaines commencer de germer. Et là, vous avez gagné 20 ans et vous aurez plutôt intérêt à en prendre soin. Vous pouvez voir ici un petit morceau de ce que coûte en énergie la reforestation. Et là, on parle d'une plante. Quand vous avez 2 500 000 plantes à reforester, vous imaginez ce que ça représente. Ce modèle, le but pour nous premier de ce modèle, parce qu'évidemment c'est une toute petite forêt là-bas, c'est qu'il soit exporté et que d'autres l'utilisent pour avoir un espèce d'effet multiplicateur. Un projet, je ne suis jamais allé là-bas malheureusement pour l'instant parce que j'étais toujours accaparé par Pedra Taleda qui était le sujet des recherches. Et une branche de Nordesta qui est dans le Minas Gerais, à Arcos. Et ça, c'est un projet que j'adore, même si je ne suis pas allé le voir concrètement. Il est dirigé par une femme qui a un caractère à faire trembler les murs. Elle a une puissance de force et de réponse face aux interlocuteurs qui effraient les plus sceptiques à la reforestation et qui, donc en collaboration avec Nordesta, puisque c'est une branche de Nordesta, a, depuis que ça a été créé, réussi à faire une pépinière, vous voyez l'ampleur de la pépinière, qui produit 500 000 plants par année. Et il faut savoir qu'ils sont autonomes financièrement. Ça veut dire qu'ils vont vendre des semences à des particuliers qui doivent, pour suivre la loi brésilienne, reforester pour pouvoir vendre ou faire hériter leur terrain. Et avec l'argent qu'ils gagnent, ils perdent leurs employés et ils reforestent un énorme fleuve du Brésil, Rio San Francisco. Et donc, ils reforestent ce qui les intéresse, eux, pour la biodiversité. Donc, ils font double. Ils reforestent pour les privés parce qu'ils ont le savoir-faire et les graines. Donc, c'est des graines qui vont prélever dans la forêt des privés, qui font germer, qui replantent dans les zones déforestées de ces mêmes forêts à proximité. Il faut toujours prendre des espèces natives. On ne va pas planter du pin ou de l'eucalyptus, ce n'est pas le but. Et ils gagnent une autonomie financière. Donc ça, c'est assez génial. Ça veut dire qu'on peut rendre les clés du château aux Brésiliens. En l'état, Anita va de temps en temps faire des visites de courtoisie là-bas, mais les Brésiliens sont complètement autonomes sur cette forêt. Le projet, il s'exporte. J'arrive au bout parce que je sais que j'ai été un peu long. Sur l'ensemble du Brésil, il y a des projets. Donc dans le Minas Gerais, vous avez vu le projet de Pedra Talhada. Et puis, il y a toute une série de projets en Amazonie sur de la reforestation et aussi beaucoup sur les abeilles sauvages, avec toujours en lien créer des écoles, soutenir les populations. Au total, ça fait 8 millions d'arbres plantés, 32 écoles, 4 postes de santé, 25 000 ruches. C'est vraiment énorme. Je ne vous les lis pas, mais voilà ici, si vous voulez vous mettre à la botanique, on vous attend au jardin botanique. Recettes pour reforester, donc il faut un intérêt commun avec la population, de la recherche, toutes disciplines confondues. Il faut de la vulgarisation, un super partenariat avec ce que vous ne savez pas faire. Dans notre cas, la reforestation, ce n'est pas notre boulot, c'est le boulot de Nordesta. Et puis, transférer les clés du château pour que ça devienne autonome, parce que sinon, votre projet, c'est juste votre petit jouet. Et puis, une fois que vous partez, il disparaîtra. Voilà. Je voudrais remercier l'Université de Genève de nous accueillir, Sophie Hulot qui a, avec acharnement, fait beaucoup de com et qui fait que vous soyez si nombreux dans la salle ce soir et on est vraiment touchés par ça. Le Jardin botanique de Genève où j'ai la chance et le grand honneur de travailler vraiment. Nordesta, bien sûr. Donc, Nordesta, c'est tous les membres. Il faut savoir que Anita est la partie visible de dizaines et de centaines de personnes qui, tous les jours, s'investissent pour du graphisme, pour de la recherche de fonds, pour des téléphones, pour des voyages au Brésil, sans qui Nordesta n'existerait pas. À chaque assemblée générale, chaque année, je vois des gens qui me font réaliser que j'avais 4 ans et demi quand ils sont entrés dans Nordesta. Donc, c'est assez génial de voir ça. Et puis, beaucoup de gens, tout le monde n'est pas listé ici. Je sais qu'on a oublié des gens, mais c'est tous mes collègues du Jardin botanique, depuis la bibliothèque à l'administration, les gens de l'Uni, qui nous ont beaucoup aidés aussi. Et puis, tous les gens autour de nous, nos proches qui supportent nos absences à la maison et nos soirées un peu tardives sur nos ordinateurs, ainsi que vous tous pour venir faire les porte-flambeaux et demain aller dire à votre petit-fils ou à votre arrière-grand-mère on a vu un super projet au Brésil, vous pouvez découvrir Nordesta. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Si vous avez des questions, il y a des micros qui sont prêts à vous être donnés. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes pour moi. N'hésitez pas. Je propose qu'Anita me rejoigne et on sera volontiers prêt à essayer de répondre à vos questions si on arrive. Oui. Je pense qu'on va vous donner un micro. Ouais. Merci beaucoup. Hein? Où est-ce qu'on peut acheter ces livres? Alors, le livre ici, vous pouvez l'acheter soit au bot shop du Jardin Botanique, soit chez Nordesta, c'est peut-être le plus... Ça dépend, c'est soit vous êtes en ville, soit vous êtes au Jardin Botanique. Vous trouvez aussi au bot shop et aussi chez Nordesta les bandes dessinées pour les enfants. Donc c'est assez chouette de faire le parallèle. Hein. Dans le livre, vous trouvez exactement la même photo. Et puis, on s'est dit qu'on n'osait pas faire ça parce qu'on ne venait pas faire une vente à la criée, mais on a quand même craqué. On s'est dit, on sait que les gens, ils vivent dans le présent. Donc on a quand même pris un certain nombre de livres avec nous. Donc si vous voulez, on peut vous vendre un livre ici ce soir. Et il faut savoir que chaque livre, que ce soit les BD qui à chaque fois on s'engage à replanter un arbre, au passage on peut vous donner quand on replante un arbre une coordonnée de votre arbre qui vous permet dans les 5, 10, 15 ans de le suivre sur un point GPS et de regarder si la forêt qui est autour grandit ou pas. Et puis vous pouvez aussi donc acquérir ce livre-là. Voilà, donc c'est possible. Si vous avez le courage de le transporter jusqu'à la maison parce qu'il pèse 4 kilos. Il faut avoir un grand sac à main. C'est une question. Oui. Est-ce que vous visez la pérennité? Est-ce que le changement de gouvernement politique, en l'occurrence Bolsonaro, peut représenter un danger pour un projet de ce type? On savait que cette question viendrait. Alors nous, on ne fait pas attention à la politique parce qu'on a peu confiance en les politiciens. Ils changent, ils sont chouettes, ils ne sont pas chouettes, peu importe. On a un seul objectif qui est de sauver la forêt. Moi, je suis là depuis pas longtemps dans le projet, Anita depuis plus longtemps. Elle a vu beaucoup de politiciens et elle n'a jamais tenu compte de ça. Elle a dit, moi j'avance. Si on collabore, on collabore. Si on collabore, on collabore pas. Ça ne va pas m'arrêter de reforester. Donc en fait, moi je pense qu'il ne faut pas tenir compte. Il faut y aller tête baissée et foncer. Et puis pas s'occuper de ce qu'il y a autour comme agitation. Donc, Et plus il déboise, plus on plante. Voilà. Vous avez une question? Ouais. Tant bien, bien joué, Anita. Il y a un monsieur qui a une question là-haut. Monsieur, vous avez une question? Ouais. Je voudrais savoir, je vois que les couloirs qui rejoignent les bouts de forêt permettent à la biodiversité d'exister, ça ne gêne pas forcément les cultures autour. Est-ce que l'avenir, c'est un grand bocage tropical en fait? Un grand... Bocage tropical. Je pense que c'est, dans le cas idéal, c'est un peu comme le label Le Bourgeon en Suisse qui a pour objectif de faire de la Suisse un pays bio, où tout ce qui est produit, tous les terrains soient bio. L'idéal serait de reforester au maximum ce qu'il y a. Alors concrètement, c'est déjà de mettre en relation ce qui existe pour garder l'existant, puisque les stocks génétiques, grainiers en diversité sont dans l'existant, sachant que tout ce qui est reforesté se nourrit en diversité des espèces qui migrent de l'existant pérenne dans ces blocs-là. Alors après, idéalement, plus on reforeste, mieux c'est, mais on essaie avant tout de conserver ce qu'il y a et de les mettre en lien. Mais c'est au mieux. Si on peut reforester en continu, c'est mieux. Si on a des corridors de 15 mètres, c'est déjà bien. S'ils font 30 mètres de large, c'est mieux. C'est au maximum. Mais au moins mettre un lien qui passe entre les deux, un petit lien déjà. Et le lien, on plante des arbres natifs de la région, au minimum 50 espèces différentes, c'est le minimum, parce qu'on ne va pas planter des monocultures commerciales, on reforeste, c'est-à-dire on remet la forêt. Donc c'est minimum 50 espèces d'arbres. Donc, alors, c'est pour relier les fragments qui seraient peut-être en train de mourir par isolement génétique. Voilà. Il y a une question ici. Je ne sais pas si on a répondu à votre question. Ah, pardon. Une seule espèce d'abeille? Ah non, alors là, on a montré une espèce d'abeille, mais il y a 350 espèces d'abeilles Melipona au Brésil. Ouais. Et là, nous travaillons en général dans chaque région avec 7 espèces différentes. Dans la forêt de Pedra Talhada, il y a 7 espèces d'abeilles différentes. Si vous prenez des localités en Amazonie, il y en a plus, mais c'est en général ça, 5 à 7 espèces. Il y a 350 espèces d'abeilles.
il n'y a aucun risque qu'elle s'atrophie si vite. Madame, ouais. Oui, merci pour votre magnifique exposé. Vous avez dit que ce projet était devenu maintenant autonome, que les Brésiliens continuaient à le développer. Alors, je voulais savoir, par rapport à Nordista, quel était l'enjeu maintenant? Quelles sont les prochaines étapes? Et également, vous ne tenez pas compte des gouvernements, mais vous risquez quand même votre vie, je veux dire. Bon, ça, c'est la militance. Je suis bien placée pour en parler, je connais. Mais je veux dire, quelles sont vos prochaines étapes si ce projet, maintenant, il est devenu totalement endogène? Alors, je vous réponds. Donc, vous parlez d'un projet. Donc, c'était une élève à moi, cette femme formidable dont il a parlé, qui est dans Minas Gerais. C'est une pépinière de Nordesta. Mais elle s'est tellement impliquée avec des financements que nous avons reçus de Suisse pour reboiser le long de la rivière San Francisco, qui est une grande rivière de 3000 km de long qui court vers le nord. Alors maintenant, eux, ils sont devenus financièrement indépendants, ce qui est formidable. C'est l'une de nos pépinières. Nous avons d'autres pépinières, celle-là de la forêt. Je ne suis absolument plus du tout menacée de mort, c'était des malentendus. Ils voulaient simplement, ils croyaient que j'allais leur prendre leur forêt, leur bœufs, leurs trucs. Non. D'ailleurs, ils sont tous pacifiés. Ce ne sont peut-être pas mes amis, mais en tout cas, ils sont devenus des collaborateurs. Donc, je ne risque pas du tout ma vie. D'ailleurs, on risque sa vie tous les jours. Hein. Je peux sortir d'ici, me casser en... D'ailleurs, on peut même tomber du lit. Vous voyez ? Je préfère encore mourir en sauvant une forêt plutôt que de me faire renverser par une voiture pour dire que la vie est ce qu'elle est. Maintenant, les projets, il y en a beaucoup. Et j'ai des enfants, j'ai des fils, j'ai des amis. Nous allons tout faire pour que le projet de cette forêt-là, de cette pépinière-là, devienne aussi indépendant. Parce que pour devenir indépendant, il faut un meneur local. Hein, c'est pas moi. Moi, je peux... Alors, c'est en train de se préparer. Ils sont déjà à moitié indépendants, là, au bord de cette forêt. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, les autres projets, il y en a pour encore 3 vies. Parce que moi, j'aime bien encore avoir une vie pour étudier les arbres, voilà, les insectes, et voilà, et publier les oiseaux, bien sûr. Voilà. Les projets, il y en a beaucoup. Oui. Merci. Merci pour cette présentation aussi, c'était formidable. Vous avez montré une carte avec une zone tampon et je voulais savoir si l'exploitation, en fait, le développement sur cette zone tampon, est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a des propriétaires terriens, est-ce que ça va devoir passer par le rachat de terre, comment ça se passe? Alors, c'est vrai, c'est une bonne question parce qu'en fait, cette zone tampon, c'est théorique. Et cette zone tampon, si vous vous rappelez bien, c'est presque aussi grand ou même plus grand que la forêt. Ça veut seulement dire que là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous savez, de forêt des pluies, tous les 10 mètres, baisser la nappe phréatique, il y aura une certaine surveillance. Il y a des propriétaires, mais aujourd'hui, maintenant, je peux vous dire que tous les propriétaires, le peuple est derrière nous, le peuple est avec nous. Alors, il n'y a pas... Bon, il y a toujours les petits braconniers, mais il y en a même en Suisse. Alors, je veux dire, il y aura toujours... mais en gros, la région est avec nous. Et puis ça, ces zones tampons, ça ne veut pas dire... Mais par contre, vous avez vu ce que je vous ai dit, à l'Est, il y a un maire qui spontanément, après cette magnifique troupe de théâtre qui s'appelle Mama Fele, Théâtre solidaire, sont venus, ont touché le cœur de ces autorités, et spontanément, il veut annexer la forêt de sa commune à la Pedra Talhada. Donc, c'est une question de temps aussi. La conscientisation, elle ne va pas si vite. Le Brésil, en fait, ils ont 500 et quelques années que les Européens sont arrivés. Et au début, c'était une grande forêt. Alors, ils ont défriché pour se faire un peu de place. C'était tout à fait légitime. Seulement, ils ne se sont jamais arrêtés. Voilà. Alors, je pense que les mentalités sont en train de changer. Le gouvernement actuel n'est pas éternel, hein, déjà. La population que je connais des campagnes a changé sa vision sur l'environnement et sur les forêts. Maintenant, il faut de la patience. Hein. Je rajoute peut-être une précision qu'on n'a pas évoquée. On a dû se faire violence
pour enlever 15 000 choses qu'on voulait absolument vous présenter, mais on n'avait pas assez de temps. Un élément qui est important, vous avez parlé de rachat, au moment où l'État, et c'est pour ça qu'il s'engage pas si facilement pour créer une réserve. Si vous créez une réserve qui a un territoire de 4000 hectares, plus de 4000 hectares, qui est généralement des terrains qui sont complètement privés, qui appartiennent à des propriétaires, si l'État s'engage à créer une réserve, il doit s'engager à indemniser tous les propriétaires et à leur racheter leurs terres. Vous pouvez imaginer ce que ça représente de racheter 4000 hectares à des propriétaires. Pour l'État, c'est une masse d'argent qui est absolument énorme. Et en plus, derrière, vous avez les propriétaires qui possèdent le terrain, qui le louent à des paysans qui vivent dessus. Donc les propriétaires vont être indemnisés, mais les paysans, ils ne sont plus en droit de rester là, théoriquement, alors que c'est là où ils sont nés. Et du coup, ça peut amener des conflits. Et dans ce cas présent, alors moi, j'aime bien cette partie-là. Nordesta a levé beaucoup de fonds pour ça, des masses de fonds énormes, pour indemniser aussi ces paysans. Ceux qui voulaient sortir, sortaient. Ceux qui voulaient rester, restaient, en s'engageant que leurs enfants ne reprennent pas l'exploitation. Et puis finalement, il y en a pas mal qui ont soit pris un sac d'argent pour racheter des terres ailleurs, ou un certain nombre qui étaient des gens qui se connaissaient tous parce qu'ils sont tous nés dans cette même forêt, ont décidé de créer un village en dehors de la forêt avec des terres pour eux pour sortir de cette forêt. Donc ça veut dire que finalement on doit payer le prix de la terre 2 fois. Il est payé par l'État aux propriétaires, ce qui est une masse d'argent pour l'État, et puis il doit être payé aux gens qui vivent concrètement dessus, parce que si vous expatriez, vous faites partir des gens qui habitaient là, c'est évident qu'ils vont revenir et mettre le feu à la forêt pour se venger. Ouais. C'est un pays fédéral plus grand que les États-Unis. D'autre part, l'État, c'est vraiment le gouvernement central, parce que les États locaux ont un poids conséquent. Vous parlez surtout vous-même aux autorités locales. C'est quoi la question? Alors, en fait ça se passe comme ça commence local, puis vous devez toujours finir au gouvernement à Brasilia. Anita passe la moitié de sa voyage à faire au moins un arrêt à Brasilia pour aller voir des ministres et autres. Donc ça veut dire que vous devez commencer par convaincre les gens localement pour que tout le monde, c'est un peu comme en Suisse. Si vous allez à la Confédération pour imposer un projet à une commune, la commune elle va être méga fâchée. Donc vous devez d'abord aller voir les gens de la commune, mais en même temps parler aux gens de l'État au sens État brésilien, puis faire le passage entre les deux pour que chacun se sente... Oui. ayant validé votre projet. Donc ça c'est la partie où c'est pas du tout notre boulot, c'est vraiment Nordesta qui fait ça, et nous on n'a pas les compétences, mais c'est un truc fondamental et qui demande pas mal de tact et de la stratégie. Et c'est vraiment une partie compliquée. Sur le long terme, il faut que la population s'approprie le projet, sinon c'est pas imposé par le haut. Voilà. C'est leur forêt, c'est leur pays. Une autre question? Ouais. Ici, tout devant, pardon. Excusez-moi. Alors du coup, vous utilisez du coup l'observation des plantes et des animaux sur place, mais est-ce que du coup il y a des laboratoires scientifiques, donc de biologie, qui vous aident pour l'analyse des plantes, mais aussi pour des recherches sur place, etc. Alors, en fait, c'est assez intéressant parce que l'endroit où nous on a nos recherches, notre laboratoire botanique à Pedra Talhada, qui est le centre de recherche et de conservation de Pedra Talhada où il y a la pépinière, il se trouve que c'est l'endroit qui a été créé à la base comme orphelinat, enfin comme pensionnat pour les enfants des rues qui ont grandi là avec un instituteur pour eux, avec une vache pour avoir du lait pour le déjeuner, etc., et qui sont ensuite transformés en laboratoire de recherche. Donc vous avez encore les bibliothèques avec des cahiers avec des enfants qui faisaient des lignes de lettres. Mais la plupart du travail de labo qui se fait, il est exporté. À savoir, les gens qui ont travaillé sur par exemple sur les escargots, ils sont venus, ils ont fait des collectes de tri, ils ont installé leur labo là pour trier, puis pas ramener des masses de feuilles, pour ramener vraiment que des coquilles d'escargots qu'ils identifieraient après. Et généralement, ils partent avec des caisses dans leur labo, que ce soit à Rio, dans ce cas-là, ils venaient de Salvador, je crois. Et c'est là-bas qu'ils étudient les choses. Ils en envoient une partie à Paris, dans ce cas-là, puisque c'est des Parisiens qui travaillaient. Idem pour nous. Là-bas, on n'a pas d'herbier de comparaison. On revient à Genève, et à Genève, on a un herbier de 6 millions d'échantillons qui nous permet de comparer pour savoir quelle espèce c'est, en collaboration avec, là, dans ce cas-là, c'était 200 botanistes un peu tout autour de la planète à qui on envoyait des images, des planches d'herbier qui nous aident à identifier, parce que par rapport à la Suisse où vous connaissez dans un seul petit livre toutes les 2700, 3000 espèces, là-bas il y a plein d'espèces nouvelles. Vous avez plutôt des spécialistes qui, depuis 30 ans, bossent sur une même famille ou un même genre. Vous leur envoyez un double et eux, en 2 secondes, ils vont dire « Ok, c'est nouveau, c'est pas nouveau, c'est telle espèce ». Et à la fin, vous accumulez tout et vous faites la liste floristique pour la botanique. Ouais. Ça veut dire des graines, soit le
Nord-Est, soit les gouvernements, soit la science ici. Et voilà. Ouais. Ben, en fait, Elle a dit que tout le monde est gagnant. C'est une, Dans la bonne expression c'est une nécessité. C'est ça, Oui, le but. c'est ça. Que tout le monde soit gagnant. Voilà, pour que la paix s'installe, que le respect de la nature, de la forêt, le respect mutuel s'installe. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour les éleveurs, il y a la place pour les politiciens, la société civile. Voilà, tout le monde doit être gagnant. C'est comme l'abeille, la fleur et le miel qu'elle produit pour que les personnes commencent à pouvoir récolter quelque chose avec les arbres qui restent debout. Oui? C'est un exemple de mondialisation local. positive. Il y a quelqu'un. Oui, il y a un monsieur là. Ah, ben ça. Ah oui, je le connais celui-là. Un ancien membre, Olivier. Oui. Oui, merci beaucoup. Je voulais savoir si dans cette forêt ou dans vos découvertes, il y a des plantes avec des vertus pharmaceutiques, puisque on sait que les grands groupes pharmaceutiques sont à la recherche de savoir-faire pour pouvoir s'en approprier, et quels sont vos moyens de protéger ce que vous trouvez. On parlait des venins de certains serpents. Est-ce que ça va être utilisé alors, ou à mon pas? avis, dans votre question, vous avez tout dit. Il y a des grands groupes pharmaceutiques qui sont directement attachés. On prend le parti, je ne sais pas si j'ose parler au nom du jardin botanique, mais on prend le parti de ne jamais entrer là-dedans parce qu'il y a tellement de risques de dérive que si on entre dans une étude ethnobotanique et on commence de divulguer ça, le risque est tellement fort qu'il soit approprié derrière par quelqu'un d'autre et que vous n'ayez aucun contrôle sur ce qu'on peut appeler du biopiratage ou de la reprise d'une molécule, ou une population locale qui a une plante qui a des vertus, qu'elle commence de planter pour se faire un peu d'argent et qui finalement est synthétisée par un labo où tout s'écroule, tout ce qu'ils ont investi. C'est trop dangereux. Il faut savoir que le jour où on commet un impair de cette sorte-là, on se met toute la population à dos et le contrat il est rompu. Il est rompu, on ne peut plus entrer au Brésil, on ne peut plus aller faire des recherches là-bas. Donc on ne touche pas à ça parce qu'il y aurait des choses super intéressantes. Dans les moyens de sauver les forêts tropicales, il y avait pendant des années, oui, il y a peut-être le vaccin contre le sida, il y a plein de molécules qu'on ne connaît pas encore. Oui, c'est vrai, mais c'est trop dangereux. C'est trop dangereux en l'état si on n'a pas un système qui est très suivi avec un paquet d'avocats qui doit être en collaboration avec tous les pays, ce qui est très compliqué. Vous savez que les lois sont propres à chaque pays. Ça devient très très difficile. Donc on a tendance à ne pas toucher à la partie pharmaceutique. C'est un peu une boîte. Ouais. Est-ce que ça sous-entend que parmi vos bailleurs, vous refusez l'argent des laboratoires? Alors, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'évidemment, imaginez que vous soyez financé par une entreprise minière, je ne vais pas donner de pays, mais on sait les pays qui font ça. C'est un peu incohérent que vous ayez une entreprise minière qui finance vos projets de conservation alors qu'ils sont enrichis en forant du sol et en rasant des forêts pour forer le sol. Alors il y a des projets de miniers qui sont plus ou moins éthiques, qui essaient de ménager le dessus, qui s'engagent pour reforester même les endroits où ils ont fait des trous, mais c'est dangereux. Alors après, on ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est clair que si vous venez en tant que privé dire je fais un don de 1000 francs à Nord-Est, on ne va pas commencer de remonter, savoir si les 50 francs que vous avez hérités de votre arrière-grand-mère, elle les a gagnés. Parce que là, on ne peut pas aller jusqu'au bout, mais on essaie au maximum. Louis, je t'arrête parce que de toute façon, nous n'avons pas encore eu d'offre. Voilà. Nous n'avons pas eu. Mais ça sera non. Voilà, mais on n'a pas eu encore de... Voilà. Oui, là-bas, Molini. Ouais. Oui, merci. Je voulais juste prendre la parole parce que je suis un membre de l'association Nord-Est depuis le début. 35 ans. Oui. Pour dire que... Et inciter, parce que j'ai quand même assez rarement vu autant de personnes assister à une conférence, et notamment à une assemblée générale. Donc, de... toutes celles et tous ceux qui sont là, intéressez-vous à l'association Nord-Est en allant sur le site. Nous avons toujours besoin de membres nouveaux. Et comme dirait Anita, ce qui nous est le plus précieux, c'est le temps. Le temps, parfois, qu'on peut mettre à disposition pour l'association. Donc, le
le nombre et le temps, c'est important. Alors intéressez-vous à l'association Nord-Est. Allez sur le site, merci. Merci Pierre Molini. S'il y a des questions un peu gênantes ou bien qui vous viennent après, vous pouvez aussi nous envoyer un mail ou nous téléphoner. Oui, excusez-moi. Est-ce que les forêts qui ont brûlé dernièrement, y a-t-il des projets de reforestation de par l'État ou... Alors c'est principalement pour l'Amazonie. Il y a pas mal de projets. Il y a eu une grosse visibilité médiatique à Davos il y a quelques semaines. Le fameux projet de planter 3 trillions d'arbres où, suite à une publication scientifique, ils ont fait des estimations. Il s'agit d'estimations que si on replantait tous ces arbres, on arriverait, en récupérant du carbone, parce que c'est très à la mode la récupération du carbone, à retourner à quelque chose, l'air qu'on respire, qui serait équivalent à ce qu'il y avait avant l'industrialisation. Alors ça, c'est des modèles, c'est très théorique. Il faut savoir que, vous l'avez vu avec l'exemple de la gousse, pour planter un arbre, c'est très long. Vous avez peut-être lu le Courrier international ces derniers jours, il y a un article qui vient de sortir, il y a eu un pays, je ne donne pas de nom de pays, qui a reforesté par un gros coup médiatique 60 millions d'arbres en automne passé, et apparemment, 60 millions je crois, apparemment avec un énorme effort, dont une ville qui est maintenant dans le Guinness Book, qui a reforesté le plus grand nombre d'arbres en un jour, et 60% de ce qui a été planté est mort, alors que les scientifiques du pays en question avaient annoncé, si vous le plantez maintenant à cette saison, même si c'est en fin d'automne, on a une année qui a été beaucoup trop sèche, les nappes phréatiques sont beaucoup trop basses, ça va être un échec. Ils l'ont fait, et du coup, ça tombe à l'eau. Ça veut dire qu'il y a un soin énorme, on ne l'a pas dit, mais quand vous allez planter vos arbres dans la nature, vous devez mettre des clôtures, aller surveiller que le bétail ne casse pas les clôtures tous les 3 mois, aller voir que votre clôture en bois n'est pas pourrie, soit pas cassée, parce que sinon, tout ce que vous avez fait jusque-là, la récolte de vos graines sur l'arbre, de la plantation jusqu'à la plantation, elle est vaine. Et puis aussi, une autre chose, c'est que ces gros projets, parfois, ils prennent des graines de la même espèce, c'est des monocultures. Alors que si on veut recréer une forêt, il faut justement toutes ces graines. Et quand vous voyez une image avec une main, vous savez, comme ça, avec un plan, ça, c'est presque le résultat. C'est la dernière étape. Après, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Avant, il y a toute la récolte des graines. Et pour la récolte des graines, il faut monter dans les arbres. Parce que dans les tropiques, en une seconde, la graine, elle est attaquée par les champignons, les insectes. Il y a un arbre dans la forêt de Pedra Talhada qui donne des graines 3 jours par année. Vous avez 3 jours dans une année pour ramasser la graine. Si vous venez avant, elle est trop verte. Si vous venez après, elle est trop mûre. Et si vous ratez les 3 jours, vous devez attendre une année. Et ça, les gens ne parlent jamais des semences et des graines. Ils parlent, oui, c'est comme si c'était par drone, on jette des graines, vous vous rendez compte, par drone. Mais tous les insectes, ils attendent que ça, que vous bouffez ces graines. Voilà, là c'est un travail, un vrai travail, les racines dans le sol, l'arbre qui grandit, ce sont des hommes qui sont payés, c'est des clôtures, là. Et si on fait aussi du corridor, c'est parce que les propriétaires terriens, eh bien, ils ne veulent pas donner des prairies entières pour reboiser, des clôtures, comme ça, ils sont d'accord. Voilà. Ouais, bon. La graine, on n'en parle jamais, les semences. Non, aucune question. Une grande question qui va arriver. Non, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, non, ce n'est pas une grande question, mais tout à l'heure, vous parliez de Nord-Est, tout le travail que vous avez fait. Je vous félicite et merci pour cette conférence. Par contre, c'est vrai que vous disiez que la politique ne vous intéresse pas. Je le comprends en tant que tel. Mais c'est vrai que la question que je vais vous poser, vous n'avez pas quand même une influence auprès de la politique, par exemple, s'il y aurait un parti des Verts ou autre, au Brésil, afin de changer les choses, parce que Nord-Est est une organisation tellement petite et grande dans son travail, mais c'est vrai qu'il faut que la politique change. Et je voulais voir si vous avez une influence auprès du gouvernement, voilà. Mais tout ce qu'on fait est politique. Et notre politique à nous, c'est de planter des arbres, et puis aussi bien sûr que nous avons une influence politique indirecte, parce que par nos actes, nous sommes écologistes.
par les écoles qu'on construit, nous sommes sociales. Donc, par nos actes, on montre notre opinion. Mais la politique actuelle, bon, d'accord, ce n'est pas l'environnement qui les intéresse le plus. Mais nous n'avions plus de chef de la réserve. Vous savez, chaque réserve doit avoir un chef. Eh bien, en 2 mois, j'ai réussi, avec la politique actuelle, à faire nommer un chef de la réserve. Et ce n'est pas n'importe quel chef. D'abord, c'est une femme. Et deuxièmement, elle est née en bordure de cette forêt. Et c'est quand même quelque chose que le gouvernement a fait. Les ministres actuels, ils ont fait ça. C'est-à-dire que tout l'espoir n'est pas perdu. Maintenant, c'est clair qu'il faudrait avoir 5 vies et s'engager en politique en même temps que faire des recherches et faire de la conservation. Et il y a un moment où on se spécialise et puis autant capitaliser sur ce sur quoi on est bon et donner des arguments aux politiciens pour dire, ben voilà, ça c'est un exemple de projet qui marche, qui a été financé par, vous l'avez peut-être vu, la commune de Chenbourg, par la commune de Gentot, qui sert aux politiciens et qui du coup voient que ça embellit leur discours et du coup qui seront d'autant plus motivés à continuer de soutenir des projets comme ça. Et c'est peut-être notre contribution à motiver les politiciens à être un peu plus... Non, mais ce qu'il veut dire, c'est la politique au Brésil. Oui, mais que ce soit au Brésil ou en Suisse, hein, je pense que ça touche les deux. Enfin, pour moi. Nous sommes politiques par nos actes, mais nous politisons pas nos actes. Voilà. Alors, on va répondre à une dernière question pour libérer ceux qui veulent rentrer. Oui, alors, juste une question. Comme il y a beaucoup de types de forêts au Brésil et que partout, toute l'écologie ne marche pas pareil, enfin l'écosystème, à quel point l'érosion des sols rend le processus de reboisement impossible, je veux dire. Parce qu'on n'arrête pas de dire en Amazonie qu'au bout de 3 ans, c'est terminé, tout est lessivé. Mais sur la forêt atlantique, il y a un peu plus de sol solide ou pas? Alors, ça dépendra de plusieurs facteurs. Il faut savoir que les sols tropicaux sont en général beaucoup plus fins. Il y a un turnover plus rapide de dégradation de la matière organique des feuilles mortes. La roche-mère est beaucoup plus proche. Souvent, les arbres qui atteignent 40-50 mètres de haut, c'est pour ça qu'ils ont ces grands contreforts et des racines très étalées, parce qu'ils n'ont pas, comme nos pommiers, où on voit ces belles images, où il y a le pommier en haut et autant de racines en bas. Ils ne peuvent pas descendre aussi profond. Et du coup, c'est les sols fins. Quand vous êtes sur un plateau, c'est plus ou moins gérable, mais dès que vous avez des pentes, une fois que le sol est nu, les pluies, parce que ce n'est pas des pluies, vous avez des pluies qui peuvent être plus importantes dans la région, elles sont quasiment 2 fois plus importantes que ceux que vous avez à Genève, mais surtout, au lieu d'être un peu toute l'année, elles sont concentrées sur 3 mois. Donc autant dire que s'il y a un sol, de la pluie sur 3 mois, il pleut des fois pendant toute la journée, des cordes littéralement, ça érode à fond. Donc le processus, il est qu'il faut absolument, quand vous avez un bout de forêt, c'est ce qui se fait maintenant, il y a beaucoup d'endroits où Nord-Est n'a plus besoin de reforester à l'intérieur de la réserve, parce que dès que vous avez de la forêt qui existe, s'il y a quelque chose qui a été déforesté au milieu de taille raisonnable, eh bien, naturellement, la forêt va revenir. Et c'est ce qu'il faut encourager. Au moment où vous avez un sol qui est complètement nu, votre investissement, il est, j'allais dire, 10 ou 100 fois plus grand. Vous devez commencer de mettre des couches de terre que vous devez apporter, des couches de matière organique diverses, et vous devez mettre un filet dessus pour tenir le sol avant de planter des graines. Et là, ça devient économiquement, ça devient impossible à soutenir. Ça vous fait des plants d'arbres qui, pour un plant, coûtent $100 ou plus. Mais dans les sols moins dégradés, enfin que ce n'est pas encore la roche, que c'est des sols très pauvres, on peut récupérer ces sols en plantant des pionnières. Des pionnières qui n'ont pas de racines profondes, comme par exemple le sabia, c'est pas le sabia. Oui. Bref, les pionnières, ce sont des légumineuses. Je vais regarder, ouais. Et qui... non, ça va. Ça va, vas-y. Qui restituent... Alors, si le sol est dégradé à faire un désert, bon, ça, c'est pas encore le cas. Sabia, Mimosa caesalpinifolia. Voilà, c'est une fabacée, donc qui a des feuilles de mimosa. Voilà. Oui. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chouette d'être venu.